ça la cohésion. La cohésion, c'est pas juste, ok, ça va, on va faire une soirée, on boit un verre. Non, c'est pas ça. La cohésion, c'est comment est-ce que moi je peux t'aider et comment est-ce que toi tu peux m'aider et comment est-ce que je peux prendre tes forces pour t'aider sur tes faiblesses et inversement. Même si tu essaies de pousser ton organisme au plus loin, bah des fois, malheureusement, la conjoncture fait que tu vas au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue les gars sur le podcast. Salut Loïc. Salut Loïc. Salut Loïc. Super content de vous avoir avec moi ce soir pour nous en dire un petit peu plus sur vos parcours de vie exceptionnels. En plus, ce qui est cool, je disais, bon là pour la petite histoire, c'est le deuxième enregistrement, mais on a Doumé qui est parti tout à l'heure. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a finalement que des anciens des forces spéciales. Ça va simplifier les explications par rapport à force spéciale, unité d'élite, GIGN, c'est quoi la différence. Donc là au moins c'est clair. On a Teddy. Que tout le monde connaît sur le podcast puisque on a déjà fait un épisode il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. On a Scoob, donc Teddy ancien commando marine. On a Scoob ancien du CPA 10, donc CPA 10 c'est commando. Donc ouais, c'est commando parachutiste de l'air numéro 10. Commando parachutiste de l'air numéro 10, yes. Et on a, je peux le dire du coup, Guillaume, c'est bon ou pas? Ouais, ok, nickel. Du 13e RDP, qui est un régiment spécialisé dans le renseignement, si je ne me trompe pas. Un régiment dragon parachutiste, spécialisé dans le renseignement. Dragon parachutiste, yes. Excellent. Parfait. Écoutez, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Je pense que ça va être vraiment cool. Donc l'épisode, il se fait dans un contexte un peu particulier, c'est que vous faites partie, en tout vous êtes 14, mais en tout cas, tous les trois, vous faites partie des 14 fantastiques. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Force spéciale coaching. Non, Force spéciale et unité d'élite. Force spéciale coaching, c'est autre chose. Force spéciale et unité d'élite qui est sorti le 9 juin, si je me rappelle bien. C'est ça, exactement. Exactement. Et qui retrace en fait un petit peu vos différents parcours de l'enfance jusqu'à votre intégration dans les différentes unités que vous avez rejoint. Et je vous le disais en intro avant qu'on commence, ce podcast, c'est le podcast de la résilience, détermination, dépassement de soi. Et moi, ce que je retiens vraiment de la lecture de votre livre, c'est ça en fait, c'est la résilience. Vous avez tous des parcours assez différents, mais ce qui est beaucoup ressorti finalement comme leçon, c'est écoute-toi toi-même, suis tes rêves et surmonte les obstacles qui se présentent parce que de toute façon, il y en aura, que ce soit des profs qui te font pas confiance ou qui t'orientent mal entre guillemets, de l'entourage qui soutient pas forcément des projets clairement annoncés. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que je retiens, c'est cette capacité de résilience que vous avez eu finalement assez jeune. Peut-être en guise d'intro de votre côté, Teddy, ça serait cool que tu nous expliques un peu, comme je crois que tu as été l'instigateur du projet, que tu nous expliques quelle a été la démarche initialement, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, allez, je vais rassembler 14 hommes et femmes des forces spéciales, des unités d'élite, et on va sortir un livre. En fait, c'est très simple. C'est à travers déjà la team Force Spéciale Coaching et le fait d'avoir des coachs qui aident justement et qui préparent ces jeunes pour entrer dans différentes unités. On m'avait déjà demandé plusieurs fois si je voulais créer un bouquin, comme beaucoup nous l'ont déjà fait, en fait, un bouquin qui va retracer un peu ma carrière et tout. Personnellement, j'avais pas grand-chose à raconter. Et comme je dis tout le temps, je pense que actuellement, si tu prends n'importe quelle force spéciale depuis 2006, n'importe quelle personne, même dans les unités d'élite, est capable d'écrire un bouquin sur sa carrière, parce qu'ils ont tous fait des choses tellement extraordinaires que
je voyais pas vraiment le truc comme ça. Et pour rejoindre un peu justement on va dire mon esprit moi qui m'anime autour du partage, de donner vraiment des conseils et pas le moi je. Et ben, je me suis tout simplement posé la question. J'ai des mecs dans ma team, mais en fait, je sais pas Hmm. comment eux sont arrivés pour devenir rentrer au CPA10. Et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que c'est intéressant. Comment est-ce que Louis il est arrivé au RAID? Comment est-ce que Scoob il est arrivé au CPA10, etc. Et je me suis dit, à travers ça, ça peut être des parcours qui peuvent être hyper intéressants et en enlevant ce côté un peu égocentrique, vraiment de dire, bah voilà, d'où on vient. En fait, on est comme tout le monde à la base, on était des enfants. De ces enfants, on est devenu après des adultes. Comment s'est passée la transition avec un petit peu un passage justement école, etc., etc. Et cetera. Et du coup, et ben j'en ai discuté avec un collègue éditeur, voilà, qui déjà on avait un projet de livre et tout, on en a un peu discuté. Et je proposais en fait, je lui ai soumis, je dis bah voilà, moi je suis Force Special Coaching, notre groupe, en fait, il y a tellement de monde autour et j'ai encore plein de contacts, donc je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir vraiment déjà des parcours différents, mais toujours en restant dans notre milieu, les forces spéciales et l'unité d'élite. Et c'est de là qu'est née l'idée du bouquin. Et, euh, et fort en fait de toute cette réflexion avec l'éditeur, on a mis on a lancé le projet, je crois, en novembre 2021 et on a rendu les écrits au mois de mars. Donc moi, je suis directeur d'ouvrage, c'est-à-dire que j'ai pas écrit tout le bouquin, mais le but après, c'était de rassembler tout le monde, donner une trame vraiment sur la partie ce que j'attendais par rapport à leur récit. Et tout a été bien séquencé. Et après, je leur envoyais, ils étaient autonomes dans leur écriture. Et puis, le but après, c'était juste de refaire corriger par le correcteur à la fin quand on a rendu nos écrits. C'est Et génial. puis voilà. Génial. Et vous, du coup, Scoob et Guillaume, comme vous êtes là avec nous ce soir, qu'est-ce qui vous a vous attiré dans le projet? Qu'est-ce qui vous a séduit d'emblée quand Teddy vous en a parlé? Guillaume? Bah, disons que c'est quelque chose d'assez atypique, et puis c'est comme Teddy l'a dit, il l'a bien dit, c'est quelque chose qu'on retrouvait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gars du milieu écrire des bouquins, raconter un petit peu leur carrière, leur mission, etc. Mais là, on est sur quelque chose de complètement différent. Et quand Teddy nous a dit, voilà, ça va être quelque chose plutôt pour raconter un petit peu votre enfance, quel est le déclic, quel déclic vous avez eu pour basculer, pour faire ça, les difficultés sur le parcours, etc. Bah, c'est quelque chose qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, de par on va dire notre groupe, où on forme des jeunes, où on prépare des jeunes pour réaliser leurs rêves, entre parenthèses, ben, ça matchait complètement parce que du coup, ça donne, disons que ce bouquin, il va donner beaucoup d'envie et surtout, il va permettre aux jeunes de se dire, ok, finalement, je suis qui je suis, mais je peux y arriver, quoi. C'est pas réservé à certaines personnes, tout le monde peut y arriver. Donc l'idée est vraiment super. Et puis donc on ne pouvait que, en tout cas pour ma part, suivre ce projet avec beaucoup d'intérêt, quoi. Top. Toi, Scoob? Ouais, c'est un petit peu la même chose que ce que vient de dire Guillaume, hein. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, justement, c'était de sortir un petit peu de ce carcan où chaque personne raconte ses histoires. Et en effet, je reprends ce qu'a dit Teddy tout à l'heure, toute personne qui a œuvré dans le milieu des opérations spéciales pourrait écrire un bouquin, il n'y a aucun problème. Mais en fait, cette transmission-là, en fait, n'existait pas du tout. Notre génération n'a pas bénéficié maintenant des réseaux sociaux, n'a pas bénéficié, j'allais dire, de cette mise en avant justement du récit de personnes qui ont appartenu dans ces unités-là. Et quelque part, tu leur mets entre les mains le livre idéal pour leur permettre, j'allais dire, d'augmenter, j'allais dire, leur motivation et de leur permettre de se dire, bah tiens, tel profil correspond à mon parcours de vie, tel profil correspond à mon rapport avec mes parents, et ben quelque part cette personne-là a eu le même vécu que moi. Tout le monde me dit que de toute façon je suis qu'un bon à rien et que j'ai qu'à me mettre au fond de la salle et surtout pas perturber. Et si ça se trouve, ben moi aussi j'arriverai à accéder à mes rêves et quelque part c'est vraiment le plus intéressant. De toi à moi, si le projet avait été raconter vos guerres, moi le premier, j'aurais dit non parce que je trouve pas ça intéressant parce que ça ne met la lumière que sur ma propre personne et quelque part c'est pas du tout ce qui est intéressant dans le projet, quoi.
Et là, le fait en plus qu'il y ait une communion, on retrouve un petit peu ces échanges qu'on peut trouver dans le milieu des opérations, où les camarades du premier, les camarades du 13, les camarades marins, en fait, on échange sur nos parcours, on partage des moments de convivialité et tout, on retrouve un petit peu cet ensemble où, de toi à moi, bien souvent, les gens imaginent qu'il y a des guéguerres internes, mais ça, j'allais dire, c'est du franco-français, mais en opération, ça se passe pas du tout comme ça, et je suis très content d'avoir retrouvé cette cohésion de groupe à l'occasion de ce projet. Ouais. Excellent. Excellent. Et justement, sur ce que tu viens de dire par rapport à cette collaboration entre les différentes unités, etc., euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, enfin, je sais pas trop comment ça se passe, tu vois. Donc, est-ce que, moi, si tu m'avais demandé là avant l'interview, je t'aurais dit, bah ouais, j'imagine que les commandos, ils interviennent entre eux. Tu vois, 13e RDP, c'est encore autre chose. CPA10, c'est encore autre chose. Mais en réalité, vous avez régulièrement des missions où vous avez des éléments qui sont complètement mélangés et qui forment des groupes. Finalement avec des compétences variées où tu peux Alors, avoir des gens issus de toutes les unités. des éléments mélangés jamais, hein, toi, si on prend l'exemple, par exemple, du film que tu as sûrement vu qui s'appelle Force Spéciale, où tu Ouais. vois un commando marine avec un mec de l'armée de l'air, avec un mec du premier, ça considère que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on a, lorsqu'on est déployé, ce qu'on appelle des task units, c'est-à-dire des groupes qui sont commandés sur le terrain par un officier référent avec une cellule de transmission. Et en fait, tu te retrouves avec un élément commando marine, un élément, par exemple, premier ou CPA10, par exemple, et avec en amont une phase de renseignement qui, en général, est dévolue aux hommes du 13e RDP que représente Guillaume. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas du tout de mixage entre équipes comme certaines personnes pourraient l'imaginer. Ok, ok, ok. Les équipes constituées restent des équipes constituées. Ouais, d'accord. Ok. Super. Alors, Scoop, je voudrais rebondir sur ce que tu disais par rapport à, tu vois, que finalement, vous avez chacun eu vos parcours, mais que c'est les obstacles quelque part que vous avez dû surmonter pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, qui sont peut-être les enseignements les plus riches à partager plutôt que vos guerres. Et toi, il y a une phrase qui m'a marqué dans ta partie du livre. C'est ce que tu expliquais par rapport à ton comportement, tu vois, à l'école. Alors, je sais pas jusqu'à quel niveau c'était le cas, mais tu disais ce qui dominait chez moi, c'était cette faculté à parfois être insolent avec le corps enseignant et à tester leur patience. Et du coup, je me suis demandé ça dans le cadre de l'armée, comment est-ce que ça a changé? Parce que là, justement, la structure, pour le coup, t'as pas vraiment le choix. Et puis, j'imagine que les formateurs, si tu testes leur patience dans le stage, bon, Bon, de toi à moi, il y a En des fait, moments, ça a pas changé, c'est pour ça qu'il est resté dans l'armée de l'air. il y a des, il y a Tu n'as des, pas pu rentrer dans l'armée de terre. voilà. Alors, voilà, j'ai choisi en fait le bon profil. Comment te dire? Tu sais, très souvent, moi, je me fais la réflexion, je me dis en fait, j'ai pas eu la sensation d'avoir eu un parcours militaire tel que les gens le conçoivent. C'est-à-dire que moi, la discipline, quand elle m'est imposée, je la respecte, il y a aucun problème. Par contre, j'estime que de très bonnes idées peuvent venir du caporal jusqu'au capitaine, jusqu'au commandant, il n'y a aucun problème. Et je pense qu'on doit écouter l'ensemble des voix. Et c'est ce que j'ai retrouvé un peu dans ce milieu des opérations spéciales, c'est-à-dire que moi, lorsque j'étais chef de groupe, on était 14 personnes, j'avais un adjoint qui était du grade de sergent-chef, un deuxième adjoint qui était du grade de sergent, et ensuite j'avais que des militaires du rang. Lorsque l'on devait préparer des missions, l'ensemble des idées de toute façon étaient réunies pour en débattre sur les différents modes d'action en fonction des idées qui pouvaient remonter. Et c'est ce qui crée en fait ce travail de groupe et ce travail d'ensemble. Quelque part, c'est pas le chef décide et tout le monde suit, c'est vraiment hmm, il y a un travail de concertation et c'est ce qui crée en fait cette ambiance interne au groupe qui est pleinement appliquée dans l'action parce que ça n'est pas la décision d'une personne unique, c'est la décision de l'ensemble du groupe et tout le monde est proactif dans cette démarche de réflexion, quoi. Et ça c'est le plus intéressant. Après, bon, attention, hein, moi j'ai toujours un comportement des fois un petit peu à louvoyer, mais quelque part dans ce milieu-là, bon voilà, tu peux avoir les cheveux un peu plus longs, des pattes qui descendent, quelque part, on privilégie en général le fond à la forme. Voilà. Si je ok, devais résumer, ce serait à peu près ça, quoi. C'est pour ça que ça me ok, correspondait. super. Super.
tant qu'on est sur la partie scolaire, c'est vraiment, enfin moi ça va, c'est aussi un point qui Ça, c'est m'a pour Teddy, la étonné. partie scolaire. Ouais, c'est ça. Pour de bon, en plus, j'allais rebondir sur Teddy. Mais vraiment, en fait, vous êtes quand même plusieurs à raconter des enfances, voilà, turbulentes ou avec vraiment, enfin, je sais pas si c'est de l'hyperactivité au sens médical du terme, mais il y avait quand même dans les 14 voilà, des enfants jeunes très, très, très actifs. Je crois que c'est toi, Teddy, qui raconte que tu es passé à travers une table en verre ou c'est ton anecdote, ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. C'était en fait, pour tout te dire, mes parents avaient moi j'ai 8 ans de différence avec mon frère, et les 8 ans de différence s'expliquent parce qu'en fait, mes parents ne voulaient pas de deuxième enfant, et ils ont mis beaucoup de temps parce que j'étais vraiment, vraiment terrible. Et j'étais ce fameux enfant qui, peut-être même moi, maintenant, actuellement, c'est un enfant qui me saoulerait, en fait. J'étais ce fameux gamin où les parents venaient sonner à la porte, parce que j'habitais dans une garnison militaire, donc ça jouait quand même au grade, c'est-à-dire que les parents étaient gradés, et souvent, je me rappelle toujours d'une famille où j'étais je crois que je devais être en CE2 ou C1, et je m'étais battu avec un CM2, mais un peu plus costaud. Et je vois encore la mère de famille qui était, donc c'était un capitaine, donc qui était habillé avec sa petite jupe, etc. Elle arrivait, et votre fils a encore frappé mon fils, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et du coup, voilà, j'ai toujours été, je pense que maintenant, en fait, maintenant, il y a tellement, on essaie toujours maintenant de mettre un mot sur des choses qu'on ne pouvait pas avant. Et là, on te dirait, bah ouais, votre enfant est hyperactif. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le canaliser, on n'arrive pas. Et c'était ça. Et là, la table en verre, bah oui, je l'ai vu. Hein. Je me suis dit, je vais sauter, je vais la traverser. J'ai sauté, je l'ai traversé. Te dire pourquoi, j'en sais rien, je me suis pas blessé, mais c'était Ouais. le genre de truc. Mais je pense que c'était plus une façon de, voilà, j'avais besoin vraiment de me canaliser. Et à l'époque, surtout qu'à l'époque, quand tu étais comme ça hyper actif, l'éducation des parents était aussi un petit peu différente. C'est-à-dire que mon père, c'est pas quelqu'un qui me frappait, ma mère non plus, c'était des gifles, martinet et tout. Mais tu le vois dans le bouquin, hein, j'explique le déclic, ça fait partie du déclic aussi, la correction que j'ai pris. J'en avais besoin quelque part. C'est pour ça qu'on en a jamais reparlé. Et quand on en parle, j'en rigole parce que c'était quand même assez folklore, hein, mais j'avais besoin. Et là maintenant, tu, tu vois des gamins quelque part qui bougent un peu, etc., etc. Et cetera. Et en plus de ça, si à l'école ils suivent pas, eh ben on va les mettre dans un truc. Tiens, tu vas aller là-bas, ils vont se retrouver dans un groupe qu'on appelle alors. Il y a des groupes qui s'appellent les CLIS ou etc. Donc c'est-à-dire entre parenthèses, tu lui dis, tu vas dire, bah, toi en fait, t'apprendras jamais rien, t'es con comme la lune. Tiens, tu vas aller là-bas. Donc le gamin, ben du coup, il est perdu et puis il va continuer. Et puis après, s'il vrille encore un peu plus, il va aller dans la délinquance. Et puis s'il arrive à rebondir, il va aller dans quelque chose où il va trouver son objectif et il va réussir. Et c'est ce que je voulais refaire sortir à travers mon témoignage pour les jeunes, c'est de dire qu'il y en a plein qui sont quelque part en échec scolaire. J'aime pas dire en échec scolaire, je dis plus qu'ils sont pas en phase avec le système de l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale, c'est juste, tu dois suivre un prof qui a sa méthode, qui va te donner, et tu dois suivre. Si ça ne correspond pas à ce que le prof t'a appris, bah t'es mauvais. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est juste, voilà, il y a 100 000 façons de résoudre peut-être une énigme. Si celle du prof te correspond pas, bah c'est pas pour ça que t'es mauvais en fait. C'est juste que ça va pas la façon dont t'as expliqué. Le prof il te donne pas envie. Et tu vois, je prends l'exemple. En anglais, j'avais un prof mais vraiment débile en anglais. Au collège, j'ai eu que des profs débiles de toute façon qui m'apprenaient des trucs débiles. J'ai jamais vraiment appris l'anglais. Et du coup, après, j'ai quand même été là responsable au Royaume-Uni, où je gérais les Écossais, les Irlandais, et j'ai appris sur le tas. Donc c'est toujours pareil, c'est pour te dire que tu as quand même des facultés, t'es pas con en fait, mais c'est juste, voilà, il faut rien lâcher et il faut trouver son objectif, c'est le plus important. Et ça, en fait, on te l'apprend pas à l'école, on te dit pas à l'école, à part si tu fais des systèmes maintenant un petit peu Montessori, je crois, où on fait plus en fonction des capacités de l'enfant. Sinon, le reste, ben, c'est voilà, tu suis pas, t'es pas bon. Et si t'es pas bon, bah, il y en a qui ont une force de caractère de dire, bah, c'est pas grave, j'y arriverai quand même. T'as ceux qui en ont pas, qui se laissent, qui se laissent aller et qui vont on va dire, dans cet effet tunnel de dire, bah, je suis pas bon, les profs me disent, je suis pas bon en physique, je suis pas bon en ceci, donc en fait, j'arriverai à Mais rien. tu vois, c'est vraiment un point, enfin, c'est un point hyper intéressant. C'est une question que je me suis posée peut-être même pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui se demandent si, bah, j'imagine, tu vois, quand tu es encore jeune, que tu rêves de de rejoindre les forces spéciales, tu te poses quand même plein de questions. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai les capacités, etc. Et j'imagine que c'est pour ça que Force Spéciale Coaching marche aussi bien.
Du coup, ce que je me demande, c'est, tu vois, quand tu lis des histoires, je pense à Marius notamment. Alors, il a pas fait partie des 14 fantastiques du livre, mais j'ai lu son livre qu'il a sorti il y a quelques temps. Et c'est aussi un peu un parcours comme ça, tu vois, très difficile à l'école. Pour le coup, lui, vraiment de la délinquance. Bien sûr. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, enfin, que je vous pose à vous, du coup, à tous les trois, est-ce que vous pensez qu'il faut être, entre guillemets, une forte tête, un peu une tête brûlée ou en tout cas une personnalité très affirmée pour rejoindre des unités comme les vôtres? Peut-être pour Guillaume, celle-là, ouais, comme il n'a Ben, pas encore. Guillaume, Ouais. je te laisse, t'as pas encore moi, je te parlé. dirais que non, pas forcément, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de profils turbulents dans la jeunesse. Et j'ai un collègue qui m'en parlait, qui me disait d'ailleurs ce qu'il y a de bien dans le bouquin Force spéciale unité d'élite, c'est qu'on retrouve les différents profils et on se rend compte que finalement, il n'y a pas que des profils turbulents qui finalement intègrent un jour les forces spéciales, parce que dans la plupart des bouquins qu'on peut lire, souvent, on va voir des gens justement des gars qui ont ces profils-là. C'est pas toujours le cas. Moi, j'ai pas eu un profil turbulent. Mon histoire, elle est pas. Le problème n'a pas été là. Le problème a été que moi, j'ai grandi au milieu de nulle part, si tu veux, au fin fond de la Lozère. Donc, il n'y avait pas un régiment autour à 150 km à la ronde. On voyait des militaires parce qu'il y avait des manœuvres tous les ans quand j'étais gamin, c'est ce qui m'a fait connaître un petit peu tout ça. Mais par contre, voilà, j'ai grandi au milieu de nulle part et dans une famille où j'ai été élevé par ma mère uniquement, puisque j'ai perdu mon père quand j'étais assez jeune, j'avais 9 ans. Mon père est ouvrier, ma mère ne travaillait pas. Donc, on n'avait pas forcément de moyens. Et du coup, le problème, c'était pas je suis turbulent à l'école, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir intégrer un jour une unité des forces spéciales? Mais c'était, t'habites au milieu de nulle part, tu viens d'une famille où tu n'as pas forcément de moyens. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour faire quelque chose? En gros, t'es un peu l'idée, mon parcours, c'était en gros, je vais au lycée, je fais un BEP et puis je serai artisan ou je ferai de l'artisanat, enfin je ferai un job dans mon petit village et puis voilà. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des études, j'avais pas possibilité, voilà. Et en fait, ce qui m'a fait, bon, là, je vais partir sur trop de choses, donc je vais pas aller trop loin, mais en gros, c'est le sport qui m'a sauvé, hein, tout simplement. Donc voilà, pour conclure la question par rapport à la question que tu me posais, c'est pas un problème pour ma part de turbulence, et je pense qu'il n'y a pas que des gens turbulents qui peuvent intégrer ces unités-là. En fait, tous les profils peuvent y arriver, peuvent intégrer. Ça se passe, enfin voilà, c'est des parcours de vie, et je pense que tout le monde a la possibilité Hmm. d'aller dans cette direction-là, quoi. Un aspect qui m'a vraiment marqué aussi, alors de ce que j'ai cru comprendre, vous me corrigez si c'est pas le cas, mais c'est peut-être quelque chose qui est vraiment spécifique aux forces spéciales, c'est le fait justement que les parcours de chacun sont vachement valorisés, quelles que soient les expériences qu'on a. Et je crois que c'était avec toi, Teddy, où tu me donnais l'exemple, tu me disais, en fait, en opération, un gars qui a un CAP boulanger, c'est juste le meilleur ami du groupe entier, quoi. Parce que au fin fond de nulle part, quand il n'y a pas de support, que le gars sache faire du pain correct, c'est juste trop bien, quoi. Exactement. En fait, ça fait partie vraiment on va dire, d'un groupe, en fait. Et c'est ce qu'on essaie aussi de partager comme valeur, c'est qu'on a besoin de tout le monde. En fait, on a besoin de tout le monde et chacun a des capacités. Le mec que tu vas dénigrer du début jusqu'à la fin, et ben le jour, comme tu dis, tu vas te retrouver, c'est vraiment l'exemple, hein, tu te retrouves dans le désert et puis t'as pas à manger et puis on a juste de la farine et personne sait faire du pain et lui va dire j'ai un sapé boulanger, il va te faire une baguette comme ça, torsadée et tout. Bah lui il sait faire. Et c'est ça en fait. On avait des mecs qui faisaient de la chantilly quand on faisait de la progression. Et tu vois, c'est des trucs, moi, je ne savais pas faire. Et puis, je voyais le mec qui secouait son truc, etc., etc. Et puis, on arrive, qui est-ce qui veut un café? On était sur le terrain, on prend un café, ouais, chantilly. Chantilly, d'où on est en plein désert. Et le mec, il avait fait la chantilly parce que le jeune, en fait, son chef lui avait demandé, lui, il savait faire, crème et tout. Et il nous sort de la chantilly. Donc, là, c'est le côté marrant. Mais c'est vrai qu'on a besoin de tout le monde. Et c'est pour ça que c'est quelque chose, je me rappelle, quand on était en groupe, même quand on avait des missions avec des gens, par exemple, sur des bateaux, ben moi, avec certains, j'allais dire bonjour à tout le monde et c'est hyper important. J'ai aussi bien dire bonjour au cuistot, qu'au mec qui s'occupe de notre courrier, qui s'occupe. Tout est important. C'est une chaîne en fait, hein. Et au sein d'un groupe,
et ben, il y a des mecs qui ont des compétences. Le mec, il fait peut-être pas 20 tractions, mais Hmm. par contre, c'est le mec qui va t'aider au départ quand tu devais régler ton mortier et le réglage, tu comprends rien avec les angles, et ben lui, en fait, il va capter de suite, il va t'aider. Et puis à côté de ça, tu as l'autre. Voilà, c'est une complémentarité qui est hyper importante au sein d'un groupe. Et ça marche aussi dans les entreprises, ça marche partout, en fait. Il faut vraiment, c'est ça la cohésion. La cohésion, c'est pas juste, ok, ça va, on va faire une soirée, on boit un verre. Non, c'est pas ça. La cohésion, c'est comment est-ce que moi je peux t'aider et comment est-ce que toi tu peux m'aider et comment est-ce que je peux prendre tes forces et même et pour t'aider sur tes faiblesses et inversement. Ouais, magnifique. C'est beau ça, hein, ce que je viens de dire, C'est non? beau. Je pense que ce sera l'extrait audio d'épisode. Non, top, ouais. Je regarde parce que comme voilà, comme je l'avais dit en intro, on devait être un peu plus nombreux. J'avais préparé quand même une série de questions pour que ce soit structuré, organisé. Donc j'en ai encore quelques-unes pour vous et après on pourra passer à un peu plus de freestyle si ça vous va. Mais je crois que c'est encore avec toi, Teddy. Décidément, on parle trop. Mais je crois que c'était avec toi qu'on avait parlé de ça sur l'évolution que tu voyais de ta fenêtre et du coup Guillaume et Scoop pourront nous donner leur avis. Mais sur les comportements, l'aguerrissement des jeunes aujourd'hui qui se présentent à des stages co, par exemple pour les commandos marines. Alors moi, on en a déjà parlé un petit peu, mais je vais laisser répondre Scoop parce que Scoop, il est peut-être encore Ouais, un peu plus en contact à travers sa salle qu'il avait et tout. Il a vu un peu plus de jeunes, donc justement, ça permet d'avoir une autre vision sur cette partie armée de l'air et des jeunes. Est-ce qu'ils sont comme dans la ouais. marine? Est-ce que ça a changé? Et en fait, juste, pardon, Scoop, avant que tu répondes, c'était un peu une double question. C'était est-ce que vous, de votre fenêtre, vous voyez une différence, vous avez l'impression qu'il y a une différence avec, à l'époque où vous étiez présenté. Et deux, comment est-ce que vous voyez, du coup, l'évolution des réactions, des comportements face à des instructeurs qui forcément vont chercher à pousser les gens dans leur dernier retranchement. Et je vous pose cette question parce que moi j'ai vu une grosse évolution dans le sport de niveau, en tout cas dans le judo, où il y avait aussi une approche un peu rugueuse. Alors rien à voir avec vous, les cuves et compagnie, de ce que j'ai pu comprendre du stage co, en tout cas pour les commandos marines, ouais. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, tu vois. Aujourd'hui c'est plus acceptable qu'un entraîneur entre guillemets rentre un peu dans le dur d'un jeune avec bienveillance, etc. Mais voilà, j'ai déjà entendu pas mal d'histoires d'entraîneurs un peu voilà, phares, si vous voulez, dans le judo, qui ont dû en fait arrêter d'entraîner comme ils le faisaient, et ce qui marchait très bien parce que c'était plus accepté aujourd'hui. Donc je me demandais avec ce que vous vivez, notamment comment ça s'appelle, le la simulation de prise d'otage, d'enlèvement, le coxage, c'est ça? Ah, le coxage. Ah, le coxage. Voilà, notamment des trucs comme le coxage. Comment est-ce que vous voyez tout ça évoluer? Ouais. Alors moi déjà, j'ai pas basculé sur la filière instruction au CPADI, je suis pas du tout passé par là. Mais en tout cas, moi, je peux parler de toute ma phase de formation en arrivant au 10, et même d'ailleurs avant, hein, dans tout le parcours de formation au sein des commandos de l'air. Cette époque-là était encore une époque où justement on acceptait entre guillemets de mettre des tartes et de secouer les mecs, quoi. C'était vraiment déjà une génération. Moi, je suis rentré en 96, donc ma formation ça a été 1996-1997. Mes sélections, je les ai passées en 2000 et en 2001 parce que dans le bouquin, je pense que tu l'as lu, je les ai ratés en 2000 pour le 10. C'était encore une génération où justement on arrivait à te secouer, à te pousser dans tes limites. En ce qui concerne la génération actuelle, c'est une génération qui se dit bien souvent, si j'ai envie d'eux, je vais acquérir facilement. Hmm. C'est pas du tout, entre guillemets, ce que notre génération, parce qu'on est à peu près tous de la même génération, avions comme principe éducatif. Est-ce que c'est un problème de l'éducation nationale maintenant, où on pousse les gens de toute façon à monter de niveau sans jamais les arrêter et sans avoir, entre guillemets, ce travail au mérite? Il faut savoir qu'on rentre quand même dans un milieu qui est élitiste, avec des tests de sélection qui ont des barèmes. Si tu es sous la barre, de toute façon, tu ne rentreras pas et le système ne va pas évoluer dans ton sens. Beaucoup de gens se sentent prêts avec un niveau, entre guillemets, intermédiaire, et découvrent qu'en fait, le niveau qui est demandé pour entrer dans ces unités-là est quand même un niveau sur le plan sportif et même au niveau du moral, voilà, qui est quand même assez relevé. Mais je dirais que c'est vraiment sur le long terme. La personne, enfin nous, c'est comme ça qu'on fonctionne dans l'armée de l'air. À partir du moment où on a fait le cursus initial, on est déjà un petit peu baigné dans ce milieu-là. Et au moment où on arrive et on présente les sélections, sachant qu'en général, en dessous de 22 ans, personne n'est pris au CPA 10, tu es déjà acculturé un petit peu à ce milieu-là et tu déjà fait, j'allais dire, un premier contrat
ce qui t'a permis d'être un petit peu plus rugueux, j'allais dire, que ce que tu n'étais lorsque tu es rentré. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, la jeune génération et tous les gens avec lesquels je peux échanger sur les réseaux s'imaginent que c'est pas ce que tu fais 100 burpees en 5 minutes que tu vas être un très bon force spécial. Quelque part, il y a d'autres choses à rechercher là-dedans et surtout beaucoup d'aguerrissement. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes ont tout qui leur arrive très facilement. Tu commandes un Uber, tu es livré dans 5 minutes. Nous, il faut quand même aller chercher les choses, il faut se débrouiller par nous-mêmes. Moi, je me souviens de certains week-ends où on allait régulièrement sur la Normandie. On n'avait rien à faire, on partait en forêt et on s'inventait nos guerres, on marchait pendant des heures. On avait une vie à l'extérieur qui était beaucoup plus fournie que ce que les jeunes de maintenant peuvent avoir. Toi, et je fais un gros distinguo d'ailleurs, ça un petit parallèle avec toi, ton vécu de sportif de haut niveau. Pour moi, le Vosgien qui est habitué depuis tout petit de sortir l'hiver pour aller jouer dehors et à péter la glace à coups de poing, fera à mon avis un très bon commando de base parce qu'il est déjà acculturé à ce milieu assez dur par rapport à quelqu'un qui est un sportif, qui est habitué à un cadre d'entraînement, qui est habitué à tout un environnement qui le sécurise. Voilà, si j'ai répondu à peu près à ta question ou pas? Parfaitement, parfaitement. Ok. Mais du coup, je me permets Vas-y. un suivi avec Guillaume. Ouais. Parce que pour être tout à fait transparent, je connais assez peu votre milieu. Je crois que le type d'unité que je commence à comprendre le mieux, c'est les commandos, parce qu'à force d'échanger avec des Teddy, des Louis, des Matt, des Tony, etc., je commence à y voir un peu clair sur les stages, etc. Mais dans le livre, Guillaume, tu t'expliquais que le 13e RDP, c'est une des filières de sélection les plus longues. Et du coup, pour faire écho à ce que disait Scoop sur l'acquérissement, toi concrètement, tes missions, c'est quand même des trucs, enfin, je pense pas qu'il y ait de niveau, qu'il y ait des unités où c'est plus difficile que d'autres, mais le 13e RDP, si je me trompe pas, c'est quand même, tu te fais des planques, vous passez de longs moments complètement enterrés derrière des lignes ennemies, donc là, l'aguerrissement, il est un peu total, quoi. Donc, comment ça se passe auprès de jeunes qui voudraient se présenter aujourd'hui et qui n'ont jamais cassé la glace à coups de poing l'hiver dans les Vosges? Alors, moi, sur la partie 13, c'est ma première partie de carrière et j'étais dans l'instruction en tant que moniteur de sport. Et donc, j'avais à charge toutes les filières, donc tous les jeunes qui intègrent pour justement basculer en escadron de recherche. La filière, en effet, c'est aujourd'hui la formation la plus longue de l'armée de terre puisqu'elle dure 18 mois. C'est Ah ouais. une formation qui est assez rustique, justement, qui demande beaucoup de rusticité. Alors oui, il y a tout cet aspect, on en entend beaucoup parler d'ailleurs, de faire des caches, de s'enterrer, de porter le menhir, qui est un sac qui fait au minimum 60 kilos. On va dire que ça reste quand même en partie quelque chose qui est de tradition dans la formation, puisque c'est pas forcément, faut pas s'imaginer, faut pas que le jeune s'imagine non plus qu'aujourd'hui, l'émission, il va systématiquement creuser une cache, etc. Par contre, ce que je remarque, moi, je suis de la génération, alors je suis plus jeune que mes deux camarades, je suis rentré en 2001, et cependant, je vois quand même une évolution, parce qu'il y a deux choses à prendre en compte. Il y a le mental et il y a le physique. Euh, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, le physique, les jeunes étaient, on va dire, peut-être un peu moins physiques que les jeunes qu'on a aujourd'hui, de par la façon les différentes méthodes d'entraînement qu'on avait. Soit le jeune avait son sport de prédilection, soit c'était quelqu'un qui allait courir, soit c'est quelqu'un qui faisait du renforcement musculaire, mais on n'était pas encore purement dans le cross-training, l'entraînement de ce type-là, ou aujourd'hui qui est même, on va dire, un effet de mode, où la plupart des jeunes, on voit des jeunes de partout, avec des niveaux impressionnants. Donc peut-être qu'aujourd'hui, certains jeunes ont un plus gros niveau physique qu'il y a 20 ans. Mais par contre, il y a quelque chose et c'est là où on voit que le mental est tout aussi important, c'est qu'il y a 20 ans, on n'était pas sur la même génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, voilà, c'est une génération un peu, alors j'ai envie de dire jeux vidéo, réseaux sociaux, comme le disait Scoob, on a tout ce qu'on veut tout de suite. Voilà, on n'a plus besoin de trop se fatiguer et puis on a de moins en moins envie de se fatiguer. Surtout nos petits jeunes d'aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même un peu différent.
puisque ben on n'avait pas grand-chose, hein. On était à l'époque de la cabine téléphonique, on n'avait pas de téléphone portable, enfin voilà, donc on passait un peu notre vie dehors. Et je pense que les jeunes étaient un peu plus rustiques et que mentalement, on avait des jeunes peut-être plus forts mentalement, tout simplement parce que, en gros, c'était OK, tu pars dans cette formation-là. En gros, si tu réussis pas, la question que je pense que tous les jeunes se posaient, c'était qu'est-ce que je vais faire? Si je rate, qu'est-ce que je fais? Je retourne chez moi, je fais quoi? Donc, on se donnait les moyens et je pense que on allait plus loin sur cet aspect-là. Aujourd'hui, peut-être que le jeune, il se pose moins de questions. J'ai vu plein de vidéos, j'ai vu plein de trucs, c'est super beau, ça donne envie, j'y vais. Mais je me pose peut-être pas la question si ça se passe pas bien, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas un problème, je vais trouver quelque chose, etc. Donc on a quand même un côté mental qui était peut-être un peu plus fort avant et un côté physique qui est peut-être un peu plus fort aujourd'hui. Maintenant, par exemple, pour ma partie, je m'occupe des jeunes qui veulent intégrer le 13. Eh ben, malgré tout, il faut pas croire non plus que la génération d'aujourd'hui, que tous les jeunes sont comme ça, puisque moi, je suis agréablement surpris. La plupart des jeunes que j'ai, que je vais coacher, que je vais préparer, eh ben, c'est des super mecs. C'est des mecs qui sont physiques ou pas, mais qui le deviennent de toute façon. Mais c'est des mecs mentalement qui sont très intéressants, très cultivés, qui sont pleins de motivation. Et moi, j'en suis surpris. Donc finalement, je crois que entre avant et aujourd'hui, bah, l'un dans l'autre, on retrouve quand on veut, voilà, on retrouve des profils qui sont super, quoi. En fait, pour compléter ce que vient de dire Guillaume, je pense que cette histoire de génération, en fait, elle va avec aussi la montée en puissance des forces. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une grosse partie, peut-être dont moi-même, hein, arrivé en 97 et puis a fait une période où on était encore, comme j'ai dit tout le temps, à chattertonner les lampes sur les fusils, à faire des lasers avec les lasers cachés de chez les Chinois. Alors, Chinois, c'est pas péjoratif, mais c'est eux qui les vendaient à l'époque. Tous ces trucs-là, tout a été, toutes les compétences, toutes les procédures, tout est devenu aussi, tout a changé. Donc il y a une évolution et peut-être, je dis bien peut-être que certaines personnes de ma génération et même d'avant ne seraient peut-être pas forcément assez, ce serait pas aussi facile de pouvoir, comment dire, s'adapter sur les nouvelles technologies. Parce que mine de rien, c'est pas évident. Maintenant, quand on voit certaines choses quand ils vont sur le terrain, c'est plus comme avant où on était là, on se cachait avec un bac à photos pour développer une photo pendant sous c'est fini tout ça. Donc il y a la technologie, il y a la transmission, il y a des choses à voir, il y a de l'armement, il y a beaucoup de choses qui ont changé et du coup je pense que cette génération aussi va forcément avec l'évolution bah, du combat, l'évolution des nouvelles techniques, l'évolution du matériel. Donc je pense juste que c'est Mm. tout va avec en fait tout simplement. Et moi je le dis avec avec vraiment une grosse humilité. Hein. Quand je vois, comme le dit Guillaume, les mecs maintenant arrivent vraiment physiques. Moi, j'avais vu, avant de partir, j'avais vu un stage commando qui était arrivé, mais je crois que le plus mauvais devait faire 15-16 tractions, et c'était tous à 25-30 tractions. Moi, je faisais pas 20 tractions quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, je devais en faire. J'ai toujours fait ce qu'il fallait faire, avec peut-être 2-3 en plus, mais je veux dire, s'il fallait en faire 10, j'en faisais 13. Et voilà, j'ai progressé au fur et à mesure. Mais je veux dire, sur mes sélections, j'étais pas aussi physique que les mecs. Et du coup, on voit tout ce qu'on leur demande de faire, notamment aussi sur des nouveaux exercices qu'ils font que nous, on n'a pas fait. Bah, on peut pas dire que avant, certes, c'était peut-être plus dur, les gens étaient plus rustiques parce que la vie était totalement différente. Là, maintenant, c'est encore différent, mais eux doivent s'adapter aussi différemment. Donc, je pense juste que c'est l'évolution et dans 20 ans, ce sera encore différent parce qu'il y aura peut-être moins d'actions directement sur le terrain, parce qu'il y aura peut-être plus de drones, ce sera peut-être des techniciens qui seront avec leurs lunettes et qui vont piloter. Voilà, il y aura toujours je pense, tout va évoluer, en fait, tout évolue. Au niveau des profils aussi, ce qui est quand même impressionnant, moi, pour discuter sur les réseaux avec des jeunes qui me posent des questions sur la manière d'intégrer certaines unités, tu te retrouves avec des mecs qui ont des licences ou des masters qui sont prêts à s'engager dans l'armée en rentrant militaire du rang parce que la personne, elle a envie d'être sur le terrain, c'est le truc qui le fait kiffer, quoi. Tu vois, et ça, c'est des profils, il y a X années, mis à part chez nous dans l'armée de l'air, le mec PN
qui finalement s'étaient fait bouler et se retrouvaient dans la filière commando, des mecs à bac plus 4, bac plus 5, t'en avais pas du tout, quoi. Et d'où justement aussi des jeunes qui sont très très matures pour leur âge et avec une culture phénoménale, hein. Il y en a certains qui me scotchent quand je discute avec eux. Et en fait, ils se mixent avec les profils dont parlait Teddy tout à l'heure, de celui qui fait la chantilly, de celui qui a fait un CAP en boulangerie, Ouais. voilà, et pour autant ça match, hein. Et justement, pour ceux qui cocheraient un peu toutes les cases, mais du fait de l'évolution de la société, qui n'auraient pas forcément le niveau d'aguerrissement il y a quelques années, qu'est-ce que vous recommanderiez spécifiquement, sans rentrer dans trop de détails, comme ça ils peuvent voir avec Force Special Coaching, mais peut-être voilà, des choses simples à mettre en place. Est-ce que c'est faisable, d'après vous, de gagner en aguerrissement, de s'aguerrir tout seul dans son coin? Alors, pour la partie, je vais parler pour la partie marine, c'est ce que je disais déjà lors d'un live avec FS Coaching. Là, les gars, faut qu'ils arrivent, faut que physiquement ils soient prêts. Parce qu'ils n'auront plus le temps de progresser. Ils ne pourront pas arriver et dire, bah tiens, je vais arriver, je suis moyen et je vais progresser pour arriver au stage co. Au stage co, je serai prêt. En fait, le cursus, tout a été condensé. Donc la personne, physiquement, si elle arrive, elle est prête. Après, elle va pouvoir ingérer les différentes choses techniques et elle va faire ses premières parties avec son brevet élémentaire et tout. Ensuite, elle va pouvoir aller au stage commando, mais physiquement, elle sera déjà prête. Et donc, les jeunes, pour travailler la rusticité, c'est de sortir de ses zones de confort. Il n'y a pas 150 choses à faire. C'est des choses que nous, on pouvait le faire facilement plus jeunes. Mais ça va rejoindre, je pense, toutes les armées, c'est sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est des trucs tout cons. Mais par exemple, je sais pas, il va sortir en boîte de nuit. Et ben, quand il rentre de boîte de nuit, au lieu d'aller se coucher et puis de dormir jusqu'à 15 heures, et ben, il se dit, putain, je veux faire ça et c'est ce que c'est mon objectif. Donc, je m'interdis pas de sortir. Par contre, et ben, voilà, je vais courir dans la foulée et je vais m'entraîner et puis au fur et à mesure, je vais adapter mon corps à faire tous ces petits trucs-là, en fait. C'est juste ça, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et après, il y a, comme je dis, il y a un objectif et il faut mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Donc, c'est entraînement, c'est justement changer sa routine aussi d'entraînement. Comme le disait Scoop tout à l'heure, les sportifs de haut niveau, on en a eu aussi pendant le stage co, c'est les premiers à se blesser parce qu'ils ont une routine d'entraînement qui est toujours linéaire. Dès que ça change un peu, bam, on en a vu plein. Moi, j'en ai vu beaucoup, hein, que ça soit sur la nutrition, que ça soit sur la fatigue. On comprend pas en fait. Les premières semaines, le mec est hyper physique parce que voilà, il est très très bon. Et puis la troisième semaine du troisième jour, on dit ben aujourd'hui on n'a pas le temps de manger ce matin ni ce midi. C'est terminé en fait. Le corps il comprend pas. Lui il a besoin de manger, il a besoin. Donc c'est ça aussi la rusticité un petit peu, c'est que si tu es trop habitué à un entraînement comme ça, dès que tu vas à droite et à gauche, ça matche plus. C'est hyper intéressant ce point-là. Est-ce qu'il y a peut-être, bon là on s'écarte un peu du sujet du livre comme le disait Scoop, qui parle pas forcément de vos guerres, mais peut-être pour illustrer un peu tout ce que vous venez de partager sur l'aguerrissement, est-ce que peut-être Guillaume, comme on t'a encore un peu moins entendu que Teddy et Scoop, mais est-ce que tu peux peut-être nous partager une mission que toi t'as fait ou dont tu as entendu parler qui illustre bien ce besoin en fait d'être aguerri pour les opérations? En fait, je pense que toutes les missions en soi, il y a un besoin d'aguerrissement puisque finalement, moi je rejoins quand même complètement ce que disait Teddy, puisque quand on arrive sur une unité des forces spéciales, par exemple pour le 13, il faut être prêt, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que on va régresser. Le jeune, il va arriver sur une formation, il arrive à un certain niveau, faut pas qu'il se dise, je vais avec la formation devenir de plus en plus fort physiquement. Non, je vais régresser. Pourquoi? Parce que avec le manque de sommeil, avec des phases où on a trop de sport, enfin trop d'activité physique, donc peut-être du surentraînement, et des phases où on n'a rien au niveau physique pendant un certain temps, il y a rien qui est cadré finalement. Donc, qu'est-ce qui se passe? On régresse physiquement. Donc, il faut déjà arriver à un certain niveau. Ça, c'est indispensable. Et ensuite, il va falloir casser ses habitudes. C'est-à-dire que le jeune, lui, il a ses habitudes de vie. Et comme le disait très bien Teddy aussi, ses habitudes, il faut pouvoir les casser. Il faut il fasse des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude de faire une séance de sport en plein milieu de la nuit. On n'a pas l'habitude. Enfin, voilà, il y a plein de choses où on casse ses habitudes, donc on s'habitue à autre chose. Donc ça, c'est une chose aussi.
Et puis voilà. Donc l'aguerrissement, c'est quelque chose qu'il faut travailler avant. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut faire des choses un peu atypiques. Nous, notre job aussi, c'est justement de mettre ces jeunes sur ce chemin-là, hein. C'est de les amener sur une direction qu'ils connaissent pas forcément. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que un jeune par exemple, qui va suivre un programme, qui va suivre un coaching, ça demande de la rigueur. Ça demande de la rigueur puisque ça dure pas une semaine, ça dure parfois plusieurs mois. Nous, on va leur imposer des différentes séances et il va falloir qu'ils les fassent. Et souvent, il y a des pertes de motivation. Donc déjà, rien que le fait de suivre ça à la lettre, d'essayer d'être rigoureux là-dessus, de faire des choses de rusticité, de faire des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, c'est déjà une qualité qui est prise pour quand le jeune va intégrer sa formation. Il va arriver, il aura fait des choses qu'il n'avait pas eu l'habitude de faire, il aura réussi à travailler sur sa motivation, il se sera donné un cadre. Donc voilà, il aura plein de qualités et donc voilà, tout ça pour dire que ce que nous on va essayer d'apporter, normalement, ça va quand même permettre aux jeunes à se retrouver dans une phase d'aguerrissement dont il n'avait pas l'habitude ou la connaissance avant. Ouais. Ok. Ok. Ouais, donc ça montre bien que c'est vraiment un aspect, ça paraît tout bête de le dire, c'est peut-être évident, mais vraiment, vraiment important d'être plus que prêt avant le stage. J'avais pas forcément en tête cette notion, tu vois, de régression par rapport au potentiel surentraînement, la fatigue, le fait qu'il n'y ait rien de cadré. Mais c'est vrai que quand tu l'expliques, ça semble logique. Du coup, sur l'aguerrissement, je pose la question à Teddy et Scoop, voir si eux, ils ont des histoires à nous raconter. Et c'est pas du tout pour essayer d'aller choper des infos que vous n'aurez pas partagées ou autres, mais je pense que partager une expérience, un vécu d'une situation où vous vous êtes dit, ah ouais, là, c'est vraiment hyper rustique. Je suis content d'être allé m'entraîner, je sais pas, tous les jours à Toulon, d'avoir nagé tout l'hiver sans combinaison. Et juste pour qu'on se rende un peu compte de à quoi ça peut ressembler d'un point de vue galère et exigence du terrain, de l'environnement, etc. En mission. Je sais pas si Teddy ou Scoop, vous avez une mission comme ça qui vous a vraiment marqué par son côté hyper rustique. Vas-y, coach, je te laisse répondre. Moi, la phase entre guillemets qui a été la plus rustique parce que ben, quelque part, quand tout à l'heure Guillaume parlait de sortir de sa zone de confort, ben, malheureusement, il y a des milieux dans lesquels on n'est pas habitué à évoluer. Moi, la première projection sur l'Afghanistan, forcément, on n'est pas du tout à la même altitude ici en France qu'en Afghan. Ah, ouais. Moi, j'ai souvenir d'une infiltration pour aller fouiller justement des caches susceptibles de contenir d'éventuels talibans ou au moins avoir des preuves de passage. Et on a monté un massif qui était, bon, je te donnerai des altitudes qui ne représenteraient rien. Mais de toi à moi, on arrivait en haut, j'étais sec de chez sec, mais et on a fait une pause qui a duré facilement 30 minutes, hein. C'était, moi j'ai pas honte de le dire, on est arrivé en haut, on était quasi inops, j'étais en croix, hein. Et pour autant, toi, c'est le genre d'environnement dans lequel on n'est pas habitué entre guillemets à évoluer tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Quel que soit notre entraînement, moi je pratiquais pas le CrossFit à l'époque parce qu'on n'en entendait pas parler en France, mais je faisais tout ce qui était traction, pompe, course à pied. J'étais un vrai coureur avant. Sauf que là, bah, le crapahut, plus les conditions avec la frag pour la capacité respiratoire, la chaleur inhérente le climat de l'Afghanistan, plus le dénivelé important, bah, on se retrouvait dans une configuration, bah, malheureusement, bah, qui était jusqu'à présent méconnue. Donc c'était ça vraiment, c'était le plus compliqué, quoi, hein. Et je pense qu'on a tous connu justement ce moment où malheureusement le physique était tellement entamé, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle du groupe, et ça nous a demandé justement des remises en condition pour repartir et pouvoir continuer la mission, quoi. Il y a... Et cette rusticité, malheureusement, pour autant, avec les X stages commando et X phases d'entraînement,
on n'avait pas touché en fait du doigt cette extrémité-là parce que là, c'était la mission et le terrain qui commandait. Sauf que des fois, même si tu essaies de pousser ton organisme au plus loin, des fois, malheureusement, la conjoncture fait que tu vas au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Voilà. Super anecdote. Et c'est vrai que c'est un très bon point. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des préparations qui existent, si ça peut être partagé, pour l'altitude? Parce que une de vos spécificités quand même, c'est potentiellement le fait d'être déployé très vite n'importe où dans le monde. Mais si vous passez de l'Orient, qui doit être à quoi, je sais pas, 2 mètres d'altitude, à l'Afghanistan, à plus de 3000, où du coup potentiellement il y a le mal des montagnes. Et ça, on a beau être entraîné, le mal des En fait, montagnes, c'est compliqué de s'y préparer. En fait, quand il y a des missions, notamment quand il y a eu l'Afghanistan, il y a des stages de préparation, en Ok, fait. De préparation un petit peu. Donc, les gars partent en altitude, vont s'entraîner. Après, sur des missions ponctuelles, il peut avoir une mission ponctuelle, et c'est là où la rusticité et le fait d'être justement un gars solide fait que, comme on dit, tu vas devoir t'adapter. Donc, il y a, à partir dans les 2 jours, tu es au point zéro et on va t'envoyer à un endroit. Là, t'as pas le temps de t'entraîner, c'est ce qui fait la différence. Après, il y a une phrase qui ressort tout le temps, malheureusement, mais c'est une phrase qui veut dire beaucoup et qui en même temps qui veut rien dire. C'est la sélection naturelle. C'est ça, tu vas l'entendre, tu l'as déjà entendu, hein. T'en as certains, voilà, ça va être dur, mais on va s'adapter. Puis t'en as d'autres qui n'arrivent pas à s'adapter et ça passe pas et voilà. Et après, c'est aussi comme ça que sont choisis sur certaines missions certaines ouais. personnes, etc., etc. Alors ça fait une super transition pour une autre question que j'avais. Alors spécifiquement pour Scoob, je sais pas si Teddy et Guillaume vous avez déjà été blessés. Teddy, je crois pas, en tout cas pas. Non, Euh... je me suis fait une entorse, mais je sais pas si. Mis à Ouais, part le jour de la ouais, table. C'est clair. c'est ça. Mais ouais, Scoob, tu parles du coup en intro de ton chapitre, Ouais. de cette blessure à la main dont tu as écopé en Afghanistan. Euh, Moi, ce que je me suis demandé du coup tout de suite, c'est comment est-ce que tu te remets de ça, sachant que tu vois, Matt dans son épisode, il expliquait qu'il s'était pris une balle dans le gilet, donc ça l'avait séché. Je sais plus, je crois qu'il avait eu peut-être des côtes cassées, mais il était entre guillemets opérationnel. Quand tu as une main dans l'état dans lequel la tienne semblait être, c'est un peu ton outil de travail. Donc déjà, comment tu as fait dans le moment pour te recentrer et finir ta mission correctement? Et deux, comment tu as fait pour gérer ça à moyen long terme, compte tenu de ton métier en fait? Sur l'instant, la gestion entre guillemets de la blessure était plus aisée parce qu'on était dans une situation où on avait pris possession d'une habitation. Donc on était protégé des feux adverses. Donc la gestion de la blessure, elle a été très rapide, hein. Après l'impact, de toute façon, moi, j'ai observé facilement que de toute façon ma main était inox. Donc il y a eu une médicalisation d'urgence qui a été faite immédiatement par la personne qui se trouvait à côté de moi. Et ensuite, j'ai été pris en charge par l'infirmier du groupe qui était présent sur l'OP là. Donc voilà. Ensuite, ce serait arrivé en cours de progression, par exemple, ça aurait été plus compliqué de le gérer, quoi. Là, Hmm. la situation n'était pas une situation entre guillemets si périlleuse que ça, nous permettait entre guillemets de durer dans le temps. On n'était pas surexposé au niveau des tirs adverses, donc on a pris le temps justement de bien gérer la blessure. La question s'était posée de savoir si on demandait quand même d'avoir une évacuation sanitaire directement sur notre position. Malheureusement, à 360, on prenait la foudre. C'était très compliqué de faire venir un hélico, même si on avait quand même la supériorité aérienne et on aurait pu, avec les Tigres, faire baisser les têtes. Il y avait pas de raison de surexposer un équipage à ce moment-là. Donc, la blessure a été gérée pendant 7 heures. Après, 7 heures. Wow. comment dire, la force justement du travail en équipe, c'est que moi, dans ma place au niveau commandement pour le groupe, mon adjoint avec lequel je travaillais depuis X années, a repris le lead parce que quand tu te fais injecter de la morphine pour gérer la blessure, forcément, hein, t'es un peu phytoxé, tes capacités intellectuelles, bon déjà que je partais pas avec le meilleur bagage possible, étaient encore plus minorées. Donc ouais, c'était très compliqué, hein. Moi, je vais pas te raconter la messe, hein,
les 7 heures ont été passées en assurant déjà ma propre sécurité si vraiment ça tournait vinaigre, parce que la seule inquiétude qu'on avait, c'est que justement les mecs puissent se rapprocher et monter à l'assaut du bâtiment dans lequel on se trouvait. Donc voilà, moi j'assurais ma propre sécurité, je me tenais informé justement du déroulement comment dire, des opérations autour de nous, parce qu'on a eu de la part des amis, des amis marins et des amis terriens qui étaient à Tagab, 80 tirs mortiers autour de notre position pour sécuriser l'ensemble de l'équipe. Donc voilà, et puis ensuite une exfiltration qui a duré à peu près 2 heures avec une small team. On est parti en demi-groupe à 6 pour rejoindre la base en appui qui était à côté avant mon évacuation en direction de Kaboul. Et voilà, mais ouais, après, pour répondre à ta question sur la partie résilience liée à la blessure, bah, moi j'ai eu 2 opérations sur Kaboul, 2 opérations sur Percy. Ça a été ensuite 7 mois de rééducation parce que la main ne fonctionnait plus du tout, à réapprendre à fermer, ouvrir. Grosse remise en question parce que de toi à moi, je savais pas du tout comment j'allais récupérer. Et puis voilà, grosse remise en question aussi sur ton avenir, ton devenir, hein. Tu passes entre guillemets d'une situation où tu es plein d'hyperactivité, tu es sursollicité, tu as une carrière qui est en pente raide, et du jour au lendemain, en fait, tu te retrouves dans une situation où bah voilà, tu as une infirmière qui vient te dire bonjour le matin pour te faire les soins, et ça s'arrête là, tu vois. C'est assez compliqué sur le plan psychologique. Si des gens d'unité entendent le podcast, ouais, il faut surtout pas couper les liens avec les gens qui se retrouvent dans ces situations-là. C'est vraiment super important, quoi. Voilà. Et donc à l'issue, bah, de toute façon, moi je me suis retrouvé en bureau pendant 3 ans, et après j'ai décidé en fait d'entamer mon parcours de reconversion pour finalement ouvrir ma salle de CrossFit sur Orléans et voler de mes propres ailes dans un autre système, quoi. Voilà. Excellent. Super. Bah, merci pour le partage. T'es dit, t'allais dire quelque chose? J'ai cru que Non, non? non, non, à chaque fois qu'il parle, je trouve ça émouvant, en fait. Ouais. Non, je plaisante, je plaisante. Non, c'était cool. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Non, mais c'est une sacrée belle histoire parce C'est une que belle non, mais histoire. c'est bah ouais, ouais, Enfin, ouais. de toi à moi, Loïc, je sais pas si c'est une belle histoire, mais voilà, c'est un parcours de vie. Tu sais, les gens, même en l'écrivant pour le bouquin, tu sais, tu vois tellement de cas à côté de toi et des gens divers et variés. Il y a encore 2 mois, des camarades du premier, malheureusement, qui pètent sur un IED, qui perdent les 2 membres inférieurs et tout, tu vois. Euh, chez les blessés de toi à moi, il n'y a jamais de starification, hein, parce que tu trouveras toujours pire que toi à côté. Et voilà, Mhm. le parcours est ainsi. Voilà, ma main, j'ai récupéré quand même une bonne grosse partie de ma mobilité. Il y a des choses que je ne récupérerai pas. Voilà, c'est un parcours de vie, et n'importe qui, enfin beaucoup de gens, entre guillemets, ont été blessés par balle, beaucoup de gens s'en sont Mhm. sortis, et beaucoup de gens s'en sortiront encore. Voilà, moi maintenant, par contre, ouais, j'ai envie de transmettre justement sur la gestion de la blessure intrafamiliale, dans l'unité, toutes ces choses-là, parce que c'est des parcours particuliers, et voilà, il faut savoir soutenir ces gens-là et comment leur parler. Ouais, pour moi, c'est vraiment un Ouais. truc qui m'est super important. Ouais. Bah, c'est pour ça que je disais que c'est une belle histoire parce que c'est vrai que c'est toujours alors, j'allais dire c'est toujours facile. Je sais pas si c'est toujours facile, mais c'est une chose de partager des conseils, etc., sur comment gérer la douleur physique dans le cadre, tu vois, d'une préparation physique un peu spéciale. Mais gérer une blessure de cette ampleur, enfin, c'est pour ça que je te posais la question, parce que pour moi, il y a forcément des choses Mhm. que tu as apprises, tu vois. Pas forcément sur le Mhm. coup, parce que j'imagine qu'il faut un moment pour prendre du recul et digérer un peu tout ça. Mais ouais, enfin, je pense que c'est comme tu dis, tu vois, il y a plein de choses que tu as envie de partager aujourd'hui, dont tu n'avais Ouais, pas mais tu vois, forcément, tu, j'imagine, tu, tu conscience avant. apprends, tu apprends, tu apprends sur toi-même. Et de toute façon, Mm, de toi à moi, demain, imaginons tu as un accident de voiture, ce que je ne te souhaite pas, hein, Loïc, hein. Tu es dans un fauteuil roulant, bah, de toute façon, tu es face à une situation, tu peux pas faire autrement. Et bah, voilà. Et bah, tu vas devenir combatif, tu vas faire preuve de résilience,
Je dis pas qu'il y a un moment où tu vas être un petit peu dans le creux de la vague, mais bon, tu vas être en capacité de te ressaisir. Et je pense qu'on appartient à une population, voilà, qui se laisse pas abattre et qui a envie d'aller de l'avant. Toi, je vais prendre l'exemple de certains camarades que Teddy avait eu la chance d'interviewer, double amputé fémoral, sur une explosion d'engins de drones piégés. La personne a fait des Invictus Games, la personne a fait vice-champion du monde en soufflerie sur Aix-en-Provence. Tu vois, c'est des personnes qui, de toi à moi, ont même plus de goût à la vie que n'importe qui que tu pourrais Ouais, croiser dans la rue. Tu vois, parce que tu te dis, ouais, putain, je vais pas me laisser abattre, le sort ne m'aura pas. Tu vois, c'est un petit peu ça ouais. ce qu'il faut retenir de ce parcours-là. Mais tout un chacun, entre guillemets, vous êtes, je pense, capable de faire exactement la même chose. Donc voilà, oui, l'histoire reste une histoire, c'est un parcours de vie, il y en a tellement qui heurtent les gens et qui peuvent les blesser. Les gens surmontent cette blessure. Voilà, et on a tous ça en nous, je pense. Hmm. C'est vrai que généralement, ce genre d'imprévu, enfin des blessures de cette ampleur, tu vois, ou d'accidents, ou ouais, quelque part, ce qui est bien, parce que tu parlais de l'accident de voiture, en fait, ça m'est arrivé, je préparais un Ironman et je me suis fait percuter par une bagnole sur mon vélo, il était à 50 km/h, perpendiculairement à moi, donc ça a laissé quelques traces, un petit séjour à l'hôpital, etc. Et surtout le sentiment, tu vois, de vraiment pas être passé loin du tout, parce il a roulé sur le vélo, mon vélo a éclaté, et en fait, à moins de 5 centimètres, il m'a accroché la jambe, mais je pense que je passais dessous. Et effectivement, comme tu dis, tu vois, du coup, ça donne un autre goût à plein de choses. Ça fait reconsidérer tes priorités, par exemple. Mm. Ouais, complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si vous le connaissez, mais ça fait un moment que j'essaie de l'avoir sur le podcast. Je crois que son profil sur Instagram, c'est Le Moignon. C'est un ancien commando marine, un jeune ancien commando marine qui s'est fait amputer d'un membre inférieur euh, et qui me disait il y a pas très longtemps, non mais j'ai pas grand chose à raconter, je pense pas être un invité intéressant, etc. Ça s'appelle Le Voilà, tu Moignon. vois Scoop, tu confirmes exactement. Antoine, c'est Antoine, c'est eux qui ont fait un trip en kayak avec un Ah, ok, autre oui, oui, commando avec depuis. Kylian. En fait, il arrive à Jaubert, mais lui, c'est dans un accident hors mission, c'est dans le civil et il a perdu sa jambe. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'était un jeune opérateur. Bon, il n'est pas resté très très longtemps, mais il a fait un passage, je crois, à Jaubert. Parce que je suis en contact Ouais. avec Kylian, que je connais son père, on était ensemble au commando. Ouais, ouais, ok. Et je Mais crois qu'ils ont fait la base historique des ils sont commandos, partis de c'est Lorient à Athnakari, ou alors de Athnakari à Aknakari, c'est Lorient ça. en Ouais. Je Écosse crois que c'est en Aknakari kayak. Lorient. C'est ça. Ouais. Yes, yes, yes. Si, si, bien Tu sûr, vois tu peux Scoop, tu l'interroger. confirmes ce que je lui ai dit. Comment? Bien sûr que tu peux l'interviewer, c'est parce que même si ça Ouais, s'est bah passé ouais, dans notre carrément. cadre, Je suis sûr qu'il y aura des choses intéressantes. Ouais. ça, Ouais. voilà, sa résilience Ouais. est phénoménale. Bon, depuis, il a fait un Ironman, tu vois, donc voilà, par rapport à ce que tu disais, Scoop, avec l'ancien invité de Teddy, je trouve que c'est riche d'enseignements, ce genre de parcours où les gens rebondissent très vite et font des choses extraordinaires en dépit de ce qui leur est arrivé. Ouais. Et moi, Cool. ça me remet toujours, notamment quand j'ai rencontré Cooper, hein, c'est toujours pareil. C'est même moi pour tu vois, il est venu à l'entreprise où je travaille et il y a toujours on a le droit de se plaindre. Il y a toujours des gens qui se plaignent pour tout. Mais après, quand tu vois quelqu'un comme ça qui arrive et qui avec ses deux fausses jambes, ses prothèses et comment dire, qui justement, qui, qui, comment je pourrais dire ça, qui respire encore cette motivation, ce dépassement de soi Hmm. et qui se laisse pas abattre alors qu'il manque de jambes. Et toi, tu vas dire, bah écoutez, moi j'ai le nez qui coule, je vais me mettre en arrêt maladie. Ça permet de suite de remettre, j'aime bien dire ça permet de suite de remettre tout le monde sur tu vois, on remet Ouais, un petit ouais, coup, on dit voilà les gars, c'est clair. je peux vous entendre. Ou alors si vous plaignez, plaignez-vous vraiment pour quelque chose. Et je trouve que c'est intéressant. Et comme le discours, oui, il y a toujours pire. Ça veut pas dire qu'il faut pas se plaindre quand on a quelque chose, mais ça te permet d'ouvrir les yeux, de dire ah ouais quand même. Donc là, oui, tu Ouais, t'es tordu la cheville, ça fait hyper mal, c'est chiant parce que je boite, mais lui, il a plus de jambes en fait. Et elles vont pas repousser, c'est terminé, il sera comme ça toute sa vie. Donc c'est hyper important. Et je trouve que c'est enrichissant. ouais, Ces gens-là, ils sont carrément. souvent, parfois oubliés, mais en fait, c'est ces gens-là qui ont le plus à nous apprendre. Tous ceux qui ont eu un parcours comme ça, qui a été compliqué de par une blessure ou autre, vont générer derrière des choses. Ils vont pouvoir retransmettre des choses
à tout le monde, hein. Et je pense qu'il n'y a pas plus important que d'écouter ces gens-là parce qu'ils ont une vision qui est différente de la nôtre, hein, puisqu'on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. Donc moi, par exemple, j'aime beaucoup écouter, j'apprends beaucoup quand j'écoute Scoob, quand il raconte, et tous les autres, tous les autres qui ont été dans ce type de situation. Hmm. Bah écoute, Guillaume, ça fait une super transition parce que toi, dans ton chapitre, tu parles aussi de la réalité, tu vois, de rejoindre des unités comme le 13, entre autres, enfin la tienne, qui est celle des sacrifices perso. Euh, bah, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Parce que c'est vrai que je sais pas quel niveau de conscience ont les jeunes qui vous contactent dans le cadre de Force Special Coaching sur le fait que bah, c'est pas juste l'aventure et le fait d'être dans un cadre non organisé dans lequel tu peux être en pleine forme physiquement, tu vois, faire des trucs extraordinaires, mais que ça implique aussi des gros sacrifices. Donc toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu mets derrière ça quand je te parle de sacrifice perso? Ça ressemblait à quoi dans le cadre de ta carrière dans le 13e? Alors moi, dans le cadre de ma carrière au 13, j'ai pas eu de sacrifice perso enfin pas vraiment, puisque j'étais pas sur la partie opérationnelle, puisque j'étais dans la formation, donc j'étais pas soumis au départ en mission régulier comme les équipiers. En revanche, les équipiers, oui, ça demande énormément de sacrifices pour le jeune. Pourquoi? Parce que déjà, comme je disais tout à l'heure, la formation est extrêmement longue. À l'époque, en tout cas, ils rentraient pas souvent chez eux. Puis psychologiquement, c'était toujours les petits trucs. Le vendredi à midi, et tout le monde était rassemblé en civil avec son sac en pensant partir en week-end. Et puis au final, 5 minutes après, c'était une bonne blague, quoi. Et c'était ça tout le temps. Donc ces gens-là rentraient rarement chez eux. Pour la plupart avaient aussi une famille, hein, puisque les mecs, ça allait de 20 à 25 ans. Et ensuite, ben, les missions qui s'enchaînent. Certains ont passé plus de temps à l'étranger pendant 20 ans que sur le territoire français. Donc après, c'est un choix personnel aussi, c'est-à-dire que est-ce que tu es en couple, est-ce que ta compagne l'accepte, est-ce que tu es célibataire et c'est la vie que tu veux mener. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. C'est aussi des choses que les gens doivent prendre en compte par eux-mêmes. Et ça se fait pas forcément tout seul, hein. Des fois, ça se fait en famille. Une chose est sûre, c'est que pour le recrutement, par exemple, il y a une question qui est souvent posée, c'est aux jeunes, hein, c'est est-ce que tu es célibataire, enfin ta situation personnelle. Et les jeunes qui ne sont pas célibataires, qui sont en couple depuis 1 an, 2 ans, eux, ils sont bien interrogés. On va bien creuser parce que il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent en cours de formation en disant voilà, oui, ben voilà, finalement, je voyais pas ça comme ça, mais avec ma compagne c'est compliqué, nanana. Et puis bon, alors après, est-ce que c'est la vraie raison ou pas? Bon, ça on ne le sait pas, mais en tout cas c'est un sujet qui est pris très au sérieux sur cette Ouais. partie-là. Et puis sur ma seconde partie de carrière, bah du coup, ça a été. Alors moi, j'aurais préféré faire les choses dans l'autre sens, hein, commencer par une partie opérationnelle et terminer sur une partie de formation. J'ai pas fait les choses dans l'ordre. Euh, Ma seconde partie de carrière, bah, j'avais 30 ans, ça a duré 9 ans. J'ai rattrapé tout ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai pu partir beaucoup en mission dans pas mal d'endroits, faire beaucoup de choses. Mais par contre, c'est vrai que bah, c'est pas pareil parce qu'à 30 ans, bah, tu te retrouves, t'es en couple, t'as des enfants, et du coup, tu veux faire ce que t'as pas fait avant. Et oui, au niveau familial, bah, c'est compliqué. Donc tu fais quand même, ta famille te soutient, voilà, t'arrives à faire matcher le truc, mais ça dure moins longtemps. En tout cas pour ma part, c'est-à-dire que bon, là aujourd'hui, je suis en phase de reconversion, j'arrête. Mais bon, voilà, j'aurais fait ça 9 ans. Euh, mais à un moment, on a envie aussi de poser les bagages et puis d'avoir une deuxième vie avec sa compagne, avec ses enfants, et puis Ouais. souvent de faire des choses qui sont complètement différentes aussi. Ok, ouais, donc une réalité quand même pas prendre à la légère. Mais je crois que c'est Matt qui m'avait dit ça sur son épisode, qu'il y avait beaucoup de gens qui arrêtaient une fois qu'ils s'étaient mariés en fait.
Et donc il y avait un peu une forme d'engagement et qu'au fil des missions, ouais, En ça se fait, reconvertissait un peu plus rapidement. en fait, ce qu'il faut surtout, et ce que disait Guillaume, c'est que c'est une réalité, c'est que si tu arrives actuellement dans les forces spéciales en pensant avoir, au départ, je parle, hein, une vie de famille bien, où tu vas pouvoir faire ce que tu veux, les anniversaires, les mariages, pour le baptême de tes enfants, etc., etc., c'est pas du tout comme ça en fait. Quand tu vas arriver, tu vas beaucoup bouger, et du coup, ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et c'est pour ça que ben, dans les stages, j'y creuse parce que on en a eu, hein, j'en ai connu aussi qui sont arrivés, qui ont fait le stage commando marine, et après le stage commando marine, 2 mois après, je les ai revus à la salle du sport de combat, et le groupe était parti, et je demande, bah en fait, tu pars pas avec, t'es blessé? Il me dit, non, non, j'arrête. Je dis, mais t'arrêtes quoi? Tu viens de sortir du stage commando. Il dit, non, mais j'arrête parce qu'en fait, là, comme je devais me fiancer ou me marier, mais je peux pas partir dessus de 4 mois, en fait, on a du mal à comprendre, mais et on me dit, bah, comment ça, tu rentres dans les commandes de marine, c'est pas, forcément, tu vas partir. Donc, c'est pas que c'est une vie de célibataire, pas du tout. Mais par contre, au départ, il y a un gros sacrifice et on n'en parle pas assez, mais le côté famille est hyper important parce que ce côté famille, quand les gars sont en mission, faut imaginer quand il se passe un truc de dur ou alors même quand ils sont là-bas, les épouves, elles peuvent pas au téléphone dire qu'elles sont en train de gérer ça, que le gamin ceci, que là ça va pas, parce que le mec qui est là-bas, il doit rester concentré sur ce qu'il fait. Et une fois que la personne, on est tous humains, hein, une fois que la personne dans sa tête, si elle doit faire quelque chose d'hyper important, mais en même temps sa tête elle est ailleurs, bah c'est Ouais, pas, ça engage pas que lui, ça engage toute une équipe. Et donc, si ça engage toute l'équipe, la moins de, comme on dit, le souci du détail, hein, le moins de petits trucs qui fonctionnent pas et qui peut faire et qui matche pas dans un truc où c'est hyper important, bah, ça peut faire capoter une mission parce que la tête elle était ailleurs. Et donc ça c'est donc du côté familial c'est vraiment un équilibre qu'il faut avoir. Et souvent on s'en rend pas compte. ouais, C'est-à-dire que le jeune il va rentrer, sa copine va dire c'est super, il va rentrer dans les forces spéciales, lui il rentre dans les forces spéciales. Mais après tu vas peut-être faire 9 mois à l'étranger la première année. Donc ta copine tu vas l'avoir 3 mois. Donc c'est la réalité des choses. ouais, Il faut le dire, faut pas. C'est ce qu'on dit aux jeunes. Tu vas pas avoir une vie de couple comme tout le monde. C'est comme ça. Après, tu ouais, gères un peu de vie de famille, quoi. Hein. Tu gères ta vie de famille à la maison, et puis tu gères ta vie de famille entre parenthèses avec ton équipe, où en fait, eh ben, tu dois réussir à jouer, à jongler avec les deux, à satisfaire les deux, parce que ta famille, il faut que tu sois présent, il faut que voilà, et ton équipe, ben, quand on a besoin de toi au dernier moment, eh ben, il faut que tu puisses venir. Il faut que ta famille l'accepte, et ainsi de suite. Ça va dans les deux sens, donc c'est ce travail. Tu es toujours un peu sur un fil. Donc il faut que tu sois avec quelqu'un qui accepte, qui connaisse bien la situation, qui accepte ce mode de vie, en tout cas temporairement, le temps que voilà. Mais clairement, oui, c'est sûr que tu fais pas ça comme ça, sinon ça marche pas quoi. ouais, Et je ouais, rajouterais même qu'il y en a beaucoup. Quand je regarde, il y en a quand même un paquet. En fait, souvent, l'épouse, c'est soit une fille dont les parents étaient militaires qui connaît le système, ou alors une femme qui est aussi dans l'armée ou dans une autre unité et qui connaît ce truc. Et il y en a quand même, j'en connais pas mal dans mon entourage qui étaient de ma génération, où c'était ça. C'était soit une fille de militaire, donc le papa elle avait l'habitude, le papa était jamais là parce qu'il était toujours en mission, ou alors une femme qui est gendarme ou qui est dans la même unité militaire, mais dans une autre, comment dire, garnison ou une autre ville. Mais souvent, il y en a quand même pas mal. ok, ok, intéressant. Génial, ben on se rapproche doucement de la fin. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, alors pour le coup, à tous les trois, parce que vous êtes à des stades différents sur ce sujet, c'est la reconversion. Je ne sais pas si c'est un sujet que les jeunes qui vous contactent abordent fréquemment, mais j'ai un peu l'impression que c'est comme avec les sportifs, enfin avec le sport de haut niveau, on parle beaucoup de la préparation, comment devenir sportif de haut niveau. Puis alors après, ce qui se passe derrière, c'est débrouillez-vous. En gros, c'est voilà, activez vos réseaux, enfin, débrouillez-vous tout seul, quoi. Et en tout cas, moi, dans mon cas, même si je suis pas resté très longtemps au niveau, c'est pas du tout quelque chose dont on nous avait parlé ou même que moi, à titre perso, j'avais considéré. J'avais pas du tout pensé à comment j'allais me sentir en arrêtant le sport du jour au lendemain et en retrouvant plus du tout, en n'ayant plus d'activité qui m'apporte les sensations que j'avais dans le sport, à ce niveau-là en tout cas. Et bon, vous, j'imagine que c'est un peu pareil, hein, ce que vous ressentez en opération, ça va être compliqué de le retrouver dans la vie civile. Bon, à part Teddy sur son paddle en Méditerranée. Mais ouais, comment, peut-être comme tous les trois, vous êtes à des stades différents,
comment est-ce que ça s'est passé? Peut-être qu'on va commencer avec toi, Teddy, parce que je pense que tu es celui qui s'est reconverti depuis le plus longtemps. Donc, comment tu as géré tout ça, même si dans l'épisode, tu nous en parlais un petit peu. En tout cas, s'il y avait un tips peut-être que tu pourrais partager. Alors, le tip que je peux partager, c'est croyez en vous, c'est-à-dire vous savez de quoi vous êtes capable. Vous avez tous, si vous avez fait ce métier-là, c'est que vous avez forcément des compétences qui sont transposables dans le civil. Et n'écoutez pas les autres dans le sens où n'écoutez pas les autres, c'est faites vraiment, vous fixez votre objectif. Et pareil, c'est comme dans l'armée. Vous savez vous connaissez votre potentiel. Allez-y, faites-vous un portefeuille client avec le relationnel est hyper important. C'est-à-dire que même si dans le milieu, vous avez un petit peu ce côté mystique de dire ouais, mais j'aime bien, je suis un peu un ours, je partage pas et tout, dans le civil, ça marchera pas. Et je le dis tout le temps, vous avez beau être le meilleur du monde possible, le meilleur comment dire, au niveau d'unité, si quand vous avez quitté le système, si vous connaissez personne, vous n'allez pas grandir. Et du coup, ce côté mystérieux que vous pouvez avoir dans les unités militaires, dans le civil, ça marche pas. Donc, il faut vraiment s'ouvrir aux autres Hmm. et après, c'est vraiment une autre vie. Et pourquoi je dis ne faut pas écouter les autres. Quand je dis faut pas écouter les autres, c'est que quand on est dans l'armée, on a tous le même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous plus ou moins la même paye. Il y a des mecs, quand tu les croises, tu sais qu'un tel a fait ça, un tel a fait ça, mais on est tous pareils. Et quand tu prends la décision de quitter, en fait, il y a deux sentiments. Tu as les vrais potes, les amis, en fait, avec qui tu as des liens un peu plus forts, qui sont vraiment contents, un peu à l'américaine. C'est waouh, c'est super, Scoop, tu vas faire ça, mais c'est génial, vas-y, fonce. Et puis, en fait, t'es bon, mon gars, tu vas. Et tu as une autre partie qui sont des gens avec qui tu travailles, qui tu t'entends très bien, mais tu quittes ce milieu-là, tu quittes le groupe, tu quittes le militaire, l'armée, on va dire. Et eux, en fait, ils vont, comme je dis dans le loi, ils vont transposer un petit peu ce que eux aimeraient bien faire, mais toi, tu vas le faire, tu franchis le pas. C'est-à-dire que moi, j'ai démissionné, tu franchis le pas. Et du coup, certains seraient plus contents, et je l'ai vu au début quand je revenais un petit peu sur base, certains sont plus contents quand ils demandent comment ça se passe, d'entendre dire, oh, putain, en fait, je galère, c'est la misère. Et donc, ils disent, bah ouais, je t'avais dit, tu sais, le civil, pas facile, et puis machin. Mais quand tu reviens et que tu dis, bah non, en fait, ça va super bien, j'ai ça, je fais ça. Bah là, en fait, c'est l'effet inverse, il y a la jalousie qui commence à s'installer. Et c'est humain, en fait. La Hmm. jalousie, pourquoi? Parce que tu réussis dans quelque chose. Mais comme et j'étais pareil, hein, quand on est formaté dans le milieu militaire, on a ces œillères aussi. Donc, on est dans le milieu, on est dedans. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment bien. Ce qui se fait à côté, on le regarde, mais ça ne nous intéresse pas trop parce qu'on est dans notre truc. Et dès qu'on sort, et ben voilà, on dit, bah tiens, lui, il réussit. Et après, quand il réussit, peu importe. C'est-à-dire que demain, je serai devenu champion de Formule 1. Bah, t'en auras quelqu'un qui dit, putain, mais Formule 1, le mec, quand il conduisait la P4, il n'arrive même pas à passer la troisième. Il dit, non, ça n'a plus rien à voir. Et puis en plus, s'il a réussi, c'est il a eu des formations. Et c'est ça. C'est pour ça que c'est le truc vraiment que j'encourage pour quelqu'un après, quand il va quitter l'armée, c'est que vous avez des compétences que vous avez acquis pendant toute votre expérience militaire, servez-vous-en et ensuite foncez. Et voilà, foncez, laissez parler les gens comment dire, qui vont être un petit peu rageux. Prenez que le bien des gars et foncez en fait. Parce qu'après, c'est pas que vous n'avez plus rien à devoir, mais en fait, c'est vous tout seul. Il n'y a personne après, à part votre pension pour ceux qui la retraitent, mais c'est pas les copains de la marine ou trucs qui vont vous donner chaque mois de l'argent pour que vous puissiez manger et puis et faire vivre votre famille. Donc après, c'est vous en fait. C'est vraiment, vous êtes un grade, un matricule à l'armée. Et quand vous sortez, c'est monsieur Teddy Palassi, monsieur Scoop, monsieur un tel, un tel, un tel. Donc voilà. C'est mon petit conseil en Ok. fait. Mais je l'ai déjà dit, je crois, dans ton Ouais. podcast. Ça fera du teasing pour celles et ceux qui l'ont pas écouté encore. Parce que Scoop, toi, dans ton cas, la reconversion, tu l'as envisagé déjà juste avant la blessure ou ça a été un peu un truc imposé? Ah non, moi, la reconversion, elle s'est complètement imposée à moi, hein. Donc, c'est Ah pour ouais. ça que j'écoute Teddy, mais moi, le parcours a été complètement différent. Ça a été pendant le parcours de soins, en fait, où moi, j'ai été mis à un moment en CLDM, c'est en congé maladie longue durée. Et en discutant avec la personne, comment dire, sur Percy qui me suivait, qui m'a dit que de toute façon, après l'événement qui m'était arrivé, il était hors de question que je reparte en opération parce qu'ils estimaient que voilà, il y avait trop de risques, comment dire, que sur le plan psychologique, ça se passe mal et qu'on tombe dans une situation qui dégénère. Percy voulait pas prendre le risque, donc quoi qu'il arrive, il mettait un veto à mes futures projections.
Donc là, je me suis posé la question, je me suis dit, moi, s'il faut que je reste au CPA10 pour gérer des PDF de 100 pages, des nouvelles doctrines OTAN, si tu veux, ça va pas le faire 5 minutes, quoi. Donc on a commencé à réfléchir et puis à se dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je t'avoue que tu te poses la question, hein, il y a une grosse remise en question. Moi, j'avais fait un BTS de commerce international. Le commerce, c'était entre guillemets pas du tout ma came. Je me dis, putain, mais sur quoi je vais pouvoir basculer? Et, et en fait, ma deuxième passion, ça restait l'entraînement physique. Et j'étais un passionné de CrossFit de la belle époque, hein. Et je me suis dit, bah tiens, à ce moment-là, pourquoi est-ce que j'ouvrirais pas ma box de CrossFit et pourquoi est-ce que je me lancerais pas dans mes formations? Et donc c'est là où, soutenu par Percy, qui m'a laissé en congé maladie longue durée pendant que j'ai fait mon année de formation pour passer mon BPGEPS. Et ensuite, j'ai œuvré pour ouvrir ma salle, donc ils m'ont accompagné pendant quasiment 2 ans. Et une fois que ma salle a été ouverte le 4 mai 2016 et j'ai été réformé définitivement en juin 2016. Donc ils m'ont accompagné jusqu'au bout. Mais ce que je retiens en fait de ce parcours entre guillemets de vie, même si je me souhaite encore de belles années, c'est que j'ai la sensation de jamais avoir travaillé. Moi, je te le dis, hein. Parce que en fait, c'est C'est toujours la beau ça. passion qui a. Non, mais c'est la passion qui a toujours mené ma barque en fait. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que ça me correspondait, parce que j'avais envie d'y mettre du cœur. C'est-à-dire que moi, demain, tu me présentes un boulot où tu vas me payer 7 000 € par mois, mais qui, pour moi, ne m'apporte rien au sens humain du terme, ben, j'y mettais pas un seul doigt, quoi. Mais par contre, si ça se trouve, à côté, tu as un taf où je vais gagner 1 200 €, bah, si ça se trouve, je vais être pleinement investi dedans parce que ça me correspond. Donc, vivez de passion et faites des choses qui vous correspondent et ne vous travestissez pas pour gagner 5000 balles, ça sert à rien, quoi. Voilà. Il y a un moment où on vous démasquera et vous vous userez plus que vous allez vous nourrir de votre expérience pro, Ouais, quoi. Voilà. super message aussi. Top. Guillaume, du coup, Ah, pour finir sur le sujet de la reconversion, dans ton cas, Moi, je rejoins tous les deux, et notamment ce que vient de dire Scoob. Euh, Moi non plus, j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment travaillé entre parenthèses, et je pense qu'on est peut-être tous dans ce cas-là finalement, hein, puisque quand on regarde les mecs avec qui on était à l'école avant, qui bossent aujourd'hui, voilà, qui sont, peu importe le job, mais qui font un taf parce qu'il faut manger à la fin du mois et parce qu'il faut travailler, quoi. Je pense pas qu'ils le fassent forcément avec une grande passion. Nous, on a la chance d'avoir fait quelque chose qui nous a plu tout au long de sa carrière, et surtout de pouvoir aussi changer quand on avait envie de changer. C'est-à-dire qu'on on s'est pas enfermé quelque part en se disant voilà, ce que je fais maintenant, je sais le faire, j'ai appris à le faire. Par contre, ben, je sais que je peux rester jusqu'à tel âge, je vais rester puisque de toute façon, j'ai pas envie de me jeter dans la gueule du loup. Je sais pas comment ça se passe dans le civil. J'ai pas envie de prendre de risques, d'avoir d'échecs, etc. Il faut pas avoir peur de prendre des risques. Il faut pas avoir peur de l'échec. Parce que de toute façon, même si l'échec arrive, l'échec ne fera que permettre d'évoluer encore mieux derrière. Donc ça, c'est une première chose. Moi, ma reconversion, euh, quand je te dis que j'ai pas eu l'impression de travailler, c'est que j'ai en même temps quand j'étais au 13 en tant que préparateur physique, j'avais écrit un bouquin de prépa physique pour les unités opérationnelles. Euh, et j'ai essayé de transmettre quelque chose. Au début, c'était pour mon unité, c'était pas pour le grand public. Et les choses ont fait que la rencontre de l'éditeur qui m'a dit OK, c'est sympa, on pourrait publier, etc. Il le fait, c'est très bien. Moi, je récupère des droits d'auteur en livre, si tu veux. Donc après, je me retrouve avec plein de livres que je dois. Enfin bon, toute une histoire. Mais c'était une super expérience. Donc j'ai pu transmettre quelque chose finalement qui était prévu au départ pour les copains, qui est sorti un petit peu du cadre, qui a plutôt bien marché. Mais par contre, c'était transmettre quelque chose par l'écrit finalement. Ensuite, moi, j'ai basculé sur ma partie opérationnelle, donc j'ai zappé un peu tout ça. Et puis, je me suis dit, OK, ma vie de famille, elle est bien posée. J'ai des enfants, une compagne. Maintenant, j'ai envie de me poser. Voilà, j'ai envie de me poser, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me relancer sur quelque chose qui était un peu en rapport avec ma partie opérationnelle? Non, sûrement pas, parce que la vie de famille, ça ne matcherait pas. Mais je vais revenir sur quelque chose que je faisais avant. Et donc, j'ai eu la chance d'être contacté par Teddy pour bosser avec FS Coaching
Ça m'a aussi, ça a été vraiment un truc super important parce que ça m'a permis aussi de voir que ça fonctionne, et ça m'a permis aussi de commencer, de transmettre en fait aux jeunes ce que je faisais par écrit avant, de pouvoir le transmettre puisque quand on coach des jeunes, on les a au téléphone, on les accompagne, etc. Donc du coup, j'ai réécrit un bouquin avec un collègue qui lui est dans les pompiers de Paris, qui avait une vision aussi intéressante, différente mais intéressante. Donc on a réécrit un bouquin sur la prépa physique un petit peu, en essayant de réfléchir un petit peu, d'aller un peu plus loin que ce que j'avais fait avant. Et là, pour le coup, de le faire directement au grand public et pas. Donc, c'était vraiment quelque chose de vraiment prévu, on va dire. Et puis, on a monté tout un concept autour de ça pour faire concurrence à FS Coaching. Non, je plaisante. Non, non, en fait, du coup, on fait aussi de la prépa physique, mais du coup, pour les unités, pas pour les classes, hein, pour les jeunes qui veulent intégrer l'armée, enfin voilà, différentes unités, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'y a rien autour de. Enfin voilà, si on veut pas rentrer dans les forces spéciales, qui on va voir, qu'est-ce qu'on fait? On va les accompagner. Et puis les accompagner, les accompagner, les coacher physiquement, les accompagner sur tout ce qui va avec. Le partage d'expérience. Voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est partager. Moi aujourd'hui c'est ma reconversion, c'est m'épanouir, l'épanouissement en partageant mon expérience à travers FS Coaching sur la partie force spéciale et à travers les autres unités que les jeunes veulent intégrer. Voilà, moi c'est mon plaisir. Mon plaisir, c'est de voir un jeune qui va intégrer une unité et qui va réussir sa formation, qui va me donner des nouvelles, qui va m'appeler, ça c'est aujourd'hui, c'est ça mon plaisir. C'est un peu plus cool et ça me va aussi très bien. Voilà. C'est génial de voir comment tous les trois, du coup, dans des projets différents, mais ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous apprêtez à faire pour toi, Guillaume, c'est de la transmission en fait. Teddy, c'est ce que tu fais avec, on peut le dire, CrossCall. Hein, c'est pas un C'est secret. ça, ouais. En tant que responsable projet sport, ce que tu fais avec Force Special Coaching, Scoob, le CrossFit, c'est quand même aussi du partage. Si tu as ouvert ta salle, c'est que tu avais envie de faire découvrir et d'accompagner les gens dans cette pratique. Et toi, Guillaume, c'est aussi ce qui arrive. Donc c'est vraiment, c'est intéressant de voir que venant d'un univers un peu secret où justement il y a quand même peu d'échanges avec l'extérieur. On ne sait pas trop ce que vous faites. La sélection, c'est peut-être un peu plus qu'à l'époque où vous êtes rentré, mais c'est quand même un univers très secret de facto. Et là, ce sur quoi vous orientez, c'est au contraire, c'est vachement de partage auprès du grand public. Parce qu'en fait, je pense que c'est c'est juste en fait quand je repense à quand j'étais jeune justement avant d'entrer à l'armée, honnêtement et on n'avait rien en fait. Moi, il y avait juste un camion qui passait devant le lycée, camion de la Marine nationale. Si ça se trouve, si ça avait été celui de l'armée de l'air, je serais rentré en celui de l'armée de l'air ou de l'armée de terre, mais il y avait pas tout ça puisqu'on n'avait pas toutes les. T'as dû dire une bêtise, mais avec ton micro de couper. Ouais. Ouais. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que je la prépare, Et du coup, c'est vrai que, étant donné qu'on n'avait pas tout ça, maintenant, avec la maturité et l'âge, et surtout il faut une relève. Et puis, c'est complètement utopique de dire que je vais rester 30 ans opérationnel à partir tout le temps. C'est pas possible, en fait. On le sait. Donc, il faut de la relève. Et c'est pas une chasse gardée en disant, bah, tiens, je vais avoir mon truc, je le garde. Et c'est surtout dans la préparation, en fait. Moi, c'était vraiment ça, du fait d'avoir aussi après été dans la préparation physique dans la deuxième partie de carrière dans la marine, bah, c'est que pendant qu'on y est, il y a des moniteurs de sport qui sont en unité. L'après, on n'en parle pas trop, mais l'après, soit les gens se mettent au sport, ou alors ils ont plus envie du tout de faire du sport. C'est un peu comme les sportifs de niveau. Là, certains sont dégoûtés et veulent plus faire de sport, donc ils arrêtent. Mais c'est la prépa avant, en fait. Et la prépa avant, bah, je me dis, ouais, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour se préparer? Moi, j'ai eu la chance, je connaissais un ancien militaire qui m'a préparé, mais il était pas du tout force spéciale, donc il était bon en course et tout, mais voilà. Mais si tu ne connais pas de militaire, tu regardes juste des reportages, tu vas pas aller bien loin en fait. Et donc le fait d'avoir ce truc-là, eh ben c'est super cool. Et je m'étais fait la réflexion quand j'ai mis aussi Force Special Coaching, je me suis dit, j'aurais été tellement content, je jouais au basket, je jouais beaucoup au basket quand j'étais gamin. Je m'imagine trop dire, bah tiens, putain, je suis en train de discuter par message privé avec Michael Jordan qui me répond en me disant, bah tiens, pour améliorer ton shoot, c'est exceptionnel. Bah là, c'est pareil pour les gosses. Le gosse, il envoie un message, il rêve du GIGN, il a 18 ans et il y a un mec du GIGN qui lui répond. C'est un mec qui voit la télé dans des opérations et tout, mais c'est le mec qui lui répond.
à son niveau. Donc, on n'est pas Michael Jordan, etc. Mais c'est énorme. Et moi, c'était vraiment ça. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel de pouvoir partager sur. Nous, c'est notre truc, hein, c'est notre métier. C'est top, quoi. Excellent. En fait, c'est un peu une frustration, puisque, comme le dit Teddy, hein, aujourd'hui, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a envie de donner ce qu'on nous a pas donné en fait avant. Moi, mon début de parcours, c'est de la chance, c'est uniquement de la chance, puisque j'ai atterri au 13, je savais même pas ce que c'était le 13. Aujourd'hui, le jeune, il dit, je Ouais. vais rentrer dans les forces spéciales, il sait où il veut aller. Moi, je savais pas. On m'a dit, ouais, ben, tu vas aller là. Et je dis, ah ouais, on m'a dit, ouais, mais c'est bien. Voilà. C'était de la chance. Et puis, c'est les choses qui font que je me suis dit, OK, bon, c'était pas encore FS quand je suis rentré, mais c'est les choses qui font que après, voilà, j'ai cadré les choses mais en fait, je me dis aujourd'hui, un jeune, il va jouer sa vie un petit peu, il va jouer sa carrière. Il faut l'aider. Il faut pas laisser un jeune, un super jeune avec un super profil qui est plein de motivation, y aller à tâtons et dire, bah, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et puis, au bout d'un moment, il se pointe, il a 26 ans ou 27 ans, on lui dit, monsieur, c'est trop tard, là, maintenant. Parce qu'il a mal été orienté, parce qu'il n'a pas été conseillé comme il faut ou quoi ou qu'est-ce. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est dire, on va les aider, Mm. on va les aider et on va faire en sorte que eux aillent réussissent ce qu'ils ont envie de faire, quoi, tout simplement. Génial. Excellent. Eh ben, on arrive, ça y est, on est sur la toute fin. Franchement, déjà un grand merci à vous pour votre temps, tout ce que vous avez bien voulu partager. Je me suis régalé. Je pense que ce sera hyper utile pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'univers des FS. Peut-être pour conclure en une phrase. Je dis ça pour Teddy, hein, pour que ce soit succinct. Qu'est-ce que si vous aviez un conseil aujourd'hui à donner, alors soit à des jeunes, bon, c'est un peu ce que vous faites dans le livre, dans Force Spécial Coaching, mais plutôt si vous aviez en une phrase un conseil à donner à votre vous à l'époque où vous alliez vous engager. Le Teddy qui traversait les tables en verre, le Scoob un peu insolent à l'école, et Guillaume, bon, toi c'était juste perdu en Lozère, mais ça serait quoi du coup? Moi, ce serait, écoute, tu sais pas ce que tu veux faire, mais il y a forcément un truc qui est fait pour toi. Donc, cherche-le et dès que tu l'as trouvé, fonce. Moi, je dirais trois choses. Je dirais déjà, c'est crois en toi, T'as pas dit trois écoute. choses, hein. T'as dit une phrase. Trois choses. J'irais plein de choses. Crois en toi, écoute-toi, et après, c'est persévérance et motivation. Voilà. Ah, donc ça C'est fait bien vraiment, quatre choses. ouais, quatre choses, mais combien de mots? Combien de mots? Donc voilà, en fait, il y a tellement de choses, mais c'est des mots qui résonnent pas mal. Ouais, excellent. Scoop du coup, le mot de la fin. Si tu aimes la chantilly, va dans la marine. Voilà. Ça me Ça fait une semble, demi-heure qu'il l'a préparé. ça me Ça y est. semble pas mal. Il dit, ok, là maintenant, non, c'est pas bon. Là maintenant, là, c'est pas Non, bon. mais l'anecdote, non, mais l'anecdote, elle est magnifique. Elle est terrible. Mais t'as jamais eu ça sur le terrain, non? Ah, Jamais? ah non, elle coûte de la Parce chantilly. qu'en fait, Moi, je dans la l'ai vu, marine, ça. comme vous le savez tous, dans la marine, en fait, quand tu arrives au commando, tu fais beaucoup de conneries. Et chose qu'il y avait peut-être moins dans d'autres, peut-être aussi au 13, je sais pas. Et nous, en fait, c'était ça. Sur le terrain, on avait le chef, voilà, il y en a qui voulaient du café chocolat liégeois. Donc, tu en avais un qui était toute la nomade. Donc, on marchait pendant toute la journée. Il a été avec sa bouteille, avec sa crème liquide, son sucre, et il secouait, il secouait. Et quand on arrivait, qu'on se posait, hop, on mettait les voltonnaires, que ce soit dans le désert ou que ce soit machin. Et le mec, il avait son café, hop, il faisait chauffer son café au réchaud. Et l'autre, il arrivait avec sa chantilly, il mettait un peu de chantilly. Non, mais vous poussez le concept du Ah bidou, bah, mais à son paroxysme. C'est un exactement, truc de j'étais dingue. bidou pendant Mais là, des années, j'étais le plus jeune, mais ouais. c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais. Non, mais Guillaume, rassure-moi, il y a pas eu ça Non, un chez peu moins toi. quand même. C'était moins comme ça. Ah, Mais bon. voilà. Disons que c'était plus au début. Mais non, c'était quand même moins. Mais c'est vrai que la marine a cette réputation, on entend souvent, hein, les copains qui sont Ouais. dans le milieu. Mais bon, c'est bien, c'est formateur. Hein. C'est Longtemps. formateur, on en rigole Oui. maintenant, je rigole, mais honnêtement, et je l'ai déjà dit dans un podcast, hein, et les anciens peuvent vous le dire, hein, les 6 premiers mois, c'est vrai, limite, ouais, limite, maintenant, on pourrait être considéré comme des vrais brimades, en fait, des vrais brimades, comment dire, il y a eu des choses Clairement. qui étaient faites par des jeunes
où les anciens nous demandaient quand tu étais en mission, tout ça. Maintenant, c'est des trucs, les mecs, ça se fait plus, hein, mais tu pourrais porter plainte, en fait. Parce que, mais quelque part, maintenant, avec la maturité, tu te dis, bah, c'est ça aussi, ça te travaille ton caractère, ça te rend plus fort, et voilà. Et moi, j'ai déjà dit dans des podcasts, hein, et quand on arrive à Djibouti, hein, les premières semaines, quand on nous demandait si on voulait rentrer en France, j'étais prêt à lever la main. Il suffit juste que personne l'a levé, mais sinon, je la levais. Je dis, je suis pas là pour faire des œufs, je suis pas là pour faire de fromage. L'autre, il veut des olives vertes, l'autre, il me demande de construire une armoire à chaussures parce qu'ils ont 2 paires de chaussures. Je comprenais pas ce que je foutais là, en fait. La première séance de tir, j'ai pas tiré une seule cartouche. J'étais vedette, et, j'étais avec il y avait un chameau qui passait. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et on est arrivé, il m'a balancé, il est arrivé en P4, il m'a balancé une Elaceta. J'avais jamais monté une Elaceta, et je suis revenu une demi-heure, il était toujours pas monté. J'ai ramassé toute l'après-midi. Je dis, waouh, je dis, non, mais je peux pas rester là. Je dis, c'est quoi ce truc de malade? En fait, tu comprends pas, en fait. Mais quelque part, c'est ce qui fait que je suis devenu aussi. C'est qu'après, maintenant, on va te mettre la pression, faut y aller, hein. Ouais. Bien Mais il y a sûr. du sens. Ouais, mais il y a du sens derrière. Sur le coup, tu le vois pas, mais en fait, il y a du Ouais, sens bien sûr, tout dans à les fait. actions. C'est que tu Voilà, le c'est ça, comprends hein. après, avec la maturité, tu le comprends. Savoir qu'on éduque tous nos enfants comme Mm. ça, hein, maintenant, hein. Ouais. Ça, c'est bien. Donc, Scoob, à part la chantilly, ce serait quoi ton conseil du coup au Scoob de Non, à l'époque? part la chantilly, ben non, juste le conseil, ben, vis surtout ta vie avec passion. Je vais reprendre les termes que j'ai utilisés tout à l'heure. Voilà, et vis les choses pleinement en te demandant vraiment le maximum dans toutes tes actions. Voilà, c'est vraiment le sens de ce que j'aurais aimé entendre à l'époque. Et voilà, mais tu vois, après, je connais pas les parcours, toi, de Guillaume et Teddy, mais je trouve quand même beaucoup dans les anciens collègues, des gens qui ont été un petit peu en fracture avec leur famille, tu vois, sans les renier ni rien, hein. Mais on a tous eu un exemple, entre guillemets, de la personne dans le régiment auquel on appartenait à se dire, putain, ce mec-là, quelque part, c'est un petit peu, tu vois, cette forme d'idéal où le père spirituel que j'aurais choisi et qui te fixe des objectifs à te dire, bah voilà comment j'ai envie de me construire dans mon parcours. Et ces exemples-là sont des exemples vivants qui, moi, je sais, m'ont énormément porté, quoi. Voilà. Ouais. Excellent. Super. Bah, encore une fois, merci beaucoup à tous les trois. Je mettrai le lien du livre Mhm. pour celles et ceux que ça intéresse, donc Force spéciale et Unité d'élite, chez Solar Édition, c'est ça, hein? C'est ça, sur la reddition, et Yes. je tiens juste à m'excuser auprès des autres. En fait, chacun, tu sais, chacun a comment dire, il y en a qui sont encore en train de bosser actuellement, il y en a qui n'ont pas pu se connecter. Donc voilà, c'est difficile de tous nous avoir en même temps, mais j'essaye de faire en Aucun sorte qu'il y ait souci. toujours 2, 3 personnes disponibles pour pouvoir répondre à Yes. Non, différentes pas sollicitations. de souci, forcément. Une pensée pour les 15 secondes de C'est Doumé, ça. hein, quand même, qui a fait 15 Ouais, une secondes petite de pensée, l'interview. c'est clair. Ouais. Il était Ouais. sur la feuille de match, C'est pour ça que si jamais, quand tu as posté la vidéo, si tu peux mettre, tu sais, quand tu faisais la musique, mais là où il était là, comme ça les gens le voient quand même, parce que sinon. Ça marche. Ouais, parce que pour la petite histoire, on devait être un peu plus nombreux ce soir, puisque le livre a été coécrit du coup par 14 personnes en tout, dont vous trois. Mais voilà, forcément, les obligations des uns des autres font que on était que 4 pour l'enregistrement, mais c'était déjà parfait et très très bien en termes d'échange. Donc franchement, merci beaucoup. Force spéciale Unité d'élite, Solar Edition, je vous l'ai déjà dit. Je sais pas si c'est encore en rupture ou pas, mais moi j'ai dû le prendre en version Kindle parce que c'était impossible de l'acheter. Ça allait être un beau succès. Donc bravo à vous pour ça. Ouais, Et puis les réimpressions sont parties, et je pense que on doit être pas loin des premiers 5000 exemplaires qui ont déjà été vendus, donc ouais, c'est bien. C'est bien, c'est ah bien. ouais, bien. Et Ouais, chose bravo. hyper importante qu'on n'a pas dit pendant le podcast, qui est hyper importante, c'est on touche rien du tout sur la vente des bouquins, en fait. Ça montre une fois de plus justement ce partage, c'est que on n'avait pas forcément besoin, on n'a pas fait ça pour ça, et l'argent qui sera récolté, donc le peu d'argent, parce que ça reste un livre, hein, qui sera récolté, va dans l'association Force Special Coaching, qui elle en fait permet d'aider, et de temps en temps, quand on peut, sur les blessés de guerre et les familles endeuillées, dès qu'on peut faire un geste, on le fait. Bah écoutez, merci beaucoup une fois de plus. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Bah, Guillaume, toi pour ta reconversion, Scoob et Teddy pour la suite de vos aventures pro. Teddy, il faut qu'on se capte sur X pour que tu me parles un peu de la gestion du sommeil Ouais. chez les FS pour ma course du mois d'août. Je pense que ça me sera grave utile. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous garde 2 petites minutes après la fin de l'enregistrement.
Et puis, ce sera tout bon. Encore merci, les gars. Ça marche. Merci à toi. Et merci à toi. Merci à toi, Loïc.